La riposte, c'est vous. Suivez la chaîne, activez la cloche, donnez au poste. Soutenez-nous sur auposte.fr. Bonjour à toutes et tous, bienvenue au Poste, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Horizon 21. Je rappelle, c'est une carte blanche qui est animée par Orient 21, pardon, ça commence bien, et Afrique 21, deux médias indépendants. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller sur les sites respectifs, orient21.info et afrique21.info, deux médias indépendants donc qui ne vivent que de vos soutiens. Je vous invite aussi à aller voir en ce moment, il y a une campagne de dons pour Orient 21, je vais y arriver. Et nous sommes heureux d'être là pour un nouveau numéro d'Horizon 21 sur Au Poste. Aujourd'hui, on va recevoir un journaliste qui a vécu une expérience assez inédite, assez extraordinaire. Ce journaliste s'appelle Olivier Dubois. Olivier, bonjour. Bonjour Mickaël. Bienvenue au Poste, bienvenue dans cette émission, on est très heureux de te recevoir. Alors, on va se tutoyer. Comme on se disait juste avant, parce qu'on t'a déjà reçu à Afrique 21 en janvier, on se connaît un petit peu. C'était le tout début de ta promotion, la promotion de ce livre. Les premiers interviews, quasiment. Parmi les premiers, quoi. D'ailleurs, on vous invite à aller relire cette interview sur Afrique 21. Donc, pour la promotion de ton livre, qui est sorti fin janvier, qui s'appelle « Prisonnier du désert », je le montre, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda. Qui revient donc sur cette expérience, comme je disais, assez extraordinaire, qui est cet enlèvement. On va y revenir, on aura le temps bien sûr de parler de tout ça. D'abord, comment s'est passée cette promotion, Olivier ? Écoute, plutôt bien. J'ai été même surpris de l'engouement des médias en tout cas, pour me recevoir et puis pour venir parler du livre. Non, plutôt bien. J'ai fait pas mal de télévision, pas mal de radio, de journaux, et ça va. Je suis plutôt content. Alors, je vais rappeler assez vite, tu es journaliste donc indépendant, journaliste pigiste, comme on dit dans le métier, évidemment. En 2021, tu étais donc au Mali, depuis quelques temps déjà. Tu es resté combien de temps au Mali ? Je suis arrivé au Mali à l'été 2015, donc j'étais à peu près depuis 6 ans. Il y a eu une interruption à un moment de 10 mois, mais grosso modo, j'y étais depuis 6 ans. Et tu couvrais l'actualité malienne et l'actualité du Sahel, même plus largement ? Voilà, plutôt, spécialement malienne, et ce sujet de politique, et puis ce qui concernait les conflits, groupes armés et groupes djihadistes, Voilà. Pour les journaux, notamment Libération, le quotidien Libération, l'hebdomadaire Jeune Afrique, pour les deux journaux principaux, je pense, pour lesquels tu travailles. Le Point et Libération Plus, Jeune Afrique, ça a été un moment. Et puis, en avril 2021, tu décides de partir dans le nord du Mali. Alors, on va juste rappeler à ce moment-là, en 2021, quelle est la situation. Si tu veux dire deux mots, en fait, le nord est quand même très conflictuel, avec des groupes djihadistes qui se battent. Il y a l'opération française Barkhane, qui est toujours là, si tu veux en dire deux mots. Oui, le nord, mais surtout le centre du pays. On a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de troubles dans le centre du pays, notamment entre deux grandes communautés qui sont les Peuls et les Dogons. Tout ça est agité, je dirais, troublé par les groupes djihadistes. Et puis, il y a, moi c'est ce qui m'intéresse à ce moment-là, il y a un conflit ouvert et qui prend de l'ampleur entre deux mouvements majeurs djihadistes que sont le JNIM, le GSIM, le groupe de soutien à l'islamo-musulman, et puis l'État islamique au Grand Sahara. Et c'est un conflit sanglant, qui fait des déplacés, et dont on parle peu. Et le JNIM, juste pour rappeler, donc on est bien sur Al-Qaïda en fait. Ouais. Coalition de différents groupes djihadistes. Voilà. C'est une coalition de différents groupes djihadistes qui s'est créée en début 2017 et qui est chapeautée, dont le chef suprême est Iyad Agrali. Voilà. Et donc, tu décides d'aller faire une interview. Tu vises en fait un chef djihadiste d'Al-Qaïda. On peut en dire deux mots de ce chef djihadiste ? Alors, pourquoi lui déjà ? Voilà. Alors, ce chef djihadiste, il est, lui, dans la région de Gao. Il est un peu la tête de pont d'Al-Qaïda. C'est un peu le chef de zone d'Al-Qaïda. C'est aussi un conseiller d'Al-Agradi, donc le chef suprême. Et c'est celui qui mène les affrontements qu'il y a avec l'État islamique à l'époque. Moi, il se trouve que j'ai un fixeur, un contact qui est là-bas, qui me renseigne depuis un certain temps, et qui, pas en juillet, mais qui connaît ces gens-là, qui peut les approcher. Je vais vous interrompre une seconde, on a un problème de micro. Ah. Je vais vous donner les micro-mains, désolé pour l'interruption.
Bon, on pourra reprendre où on était ou ça va pas du tout? Ou on recommence? Non, tout le monde nous entend. Ah, on nous entend, on est toujours en direct, salut. Je reprends les micros. Je vais profiter pour moi un peu alors. Est-ce que vous nous entendez? Écrivez dans le chat. Désolé pour ce petit problème technique. C'est un peu de notre faute. Hein. On avait, quand on a vu les micro-mains avec Olivier, on s'est dit oh là là, on va pas arrêter de bouger. Vous allez pas nous entendre. Et donc on a demandé un micro-cravate. C'était pas la bonne idée a priori. C'est bon du coup? Ouais, ça a l'air bon. Ok, du coup on repart. Donc Olivier est en train de nous dire pourquoi tu voulais aller interviewer ce chef djihadiste. Oui, voilà. En gros, alors du coup le micro plutôt sur le... Ah oui, là, d'accord. Ouais, bon, tu vois même. Oui, parce que donc il y avait un intérêt, parce que c'était la tête de pont, c'était le chef de zone et celui donc qui coordonnait ces affrontements avec l'État islamique. C'était un conflit à bas bruit, on avait peu de nouvelles évidemment, il n'y avait pas de journalistes qui se rendaient sur le terrain. Et moi j'avais la chance donc de connaître quelqu'un qui était, qui plus ou moins connaissait ces gens-là, en tout cas qui pouvait faire passer un message. Donc il y avait l'opportunité là. Au départ, mon idée, c'est de poser une dizaine de questions qui permettraient d'éclairer ce conflit, connaître les enjeux de ce conflit. Et tu avais déjà l'idée de le rencontrer physiquement? T'as pas imaginé que tu pourrais faire passer des questions? Au départ, c'était exclu. Que ce soit physiquement, c'est exclu. Au fur et à mesure des échanges, donc ce message, j'envoie une demande d'interview via mon fixeur à destination de ce chef djihadiste qui s'appelle Abdallah Galbakaï. Et il y a un échange qui commence et rapidement il me dit écoute, on n'est pas intéressé d'abord, puis après je relance, il me dit on pourrait être intéressé, on revient vers toi, puis après c'est ok, on peut le faire, mais pas à distance, on ne sait pas quitter machin, on se voit, et il se trouve que je viens à Gao à telle date, rencontrons-nous, et ça peut se faire que dans ce format. Après on a discuté du lieu, il y avait des premières dates qui ont été planifiées, qui ont été positionnées, pour tester aussi, j'ai refusé ces dates-là. Elles n'étaient pas bonnes pour moi, histoire de voir comment ils se comportaient. Et puis finalement, ce sera le 8 avril 2021. Et là, le rendez-vous est pris. Et alors à ce moment-là, justement, j'aimerais qu'on reste quelques minutes sur ce moment de réflexion. Quand on est journaliste pigiste, je pense que c'est important de le rappeler. Parce qu'en fait, quand on est journaliste... CDisé, j'ai envie de dire, dans un grand média, ce genre de choses, on a des moyens qui ne sont pas les moyens des journalistes pigistes. On a peut-être aussi des contraintes d'ailleurs, parfois les rédactions qui peuvent, peuvent aussi être beaucoup très réticentes finalement à envoyer leurs journalistes. Mais quand on est journaliste pigiste, il y a quand même quelque chose qui nous motive. Il y a quelque chose. Est-ce que tu t'es dit quand même c'est l'occasion de faire un scoop ou pas? Est-ce que ça t'a motivé quand même? Forcément, c'est inédit. C'est des gens à qui on parle peu, qui ne se confient pas aux médias. Et on est sur un conflit, comme je disais, qui est totalement pas éclairé. Le boulot d'un journaliste, c'est quand même se trouver là où les gens ne peuvent pas être, et essayer de ramener une information avec une forte valeur, quoi. Donc évidemment que c'est passionnant, évidemment qu'on a envie de le faire, et évidemment que ça peut être un scoop. Oui, évidemment, ça fait partie aussi de la chose, quoi. Dans ton livre, quand tu racontes ce moment où tu vas partir, donc à Gao, tu as quand même plein de choses qui te traversent l'esprit. T'es quand même pas serein, en fait. Mais on n'est pas... Enfin, il faut pas l'être. Moi, je pense que le fait de se poser des questions, ça engendre de la prudence. C'est quand même... Voilà, il faut quand même se poser des questions. Il ne faut pas se dire, ok, tout va bien se passer. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je fonctionne. On peut pas être serein. On va voir quand même un personnage qui est très sulfureux, dangereux, sur son territoire, dans une ville où il y a eu quand même pas mal d'attentats, qui est une vraie passoire quelque part. On n'est pas autorisé normalement en tant que journaliste à sortir de Bamako, à aller dans le nord. Je fais ça sans filet. C'est que mon seul filet, c'est la confiance que j'ai en mon fixeur. Donc il y a énormément de questions à se poser. Comment tu bordes ça, justement? Tu le dis à un moment donné, je crois que tu expliques que tu as vraiment tout réfléchi, bordé, mais concrètement, comment tu te bordes? Quelque chose comme ça, on ne peut pas le border à 100%. On peut s'assurer d'avoir tout ce que ce type de... Voilà, ce qu'on peut planifier dans ce type de rendez-vous, c'est-à-dire avoir une lettre d'invitation, avoir pas mal d'échanges pour sonder les autres, bien savoir où ça va se passer, dans quel appartement, enfin voilà. C'est tout ce qu'on peut faire. Au bout d'un moment, après, il y a un point de bascule. C'est est-ce que je le fais? Ok, j'ai ce que j'ai demandé, je suis au maximum de ce que je peux demander. Est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Et si je le fais, j'entre pleinement dans ce que je fais, mais je ne fais pas des allers-retours. Enfin, voilà. Il n'y a pas d'hésitation. C'est où on fait un pas, où on recule. Mais il faut que ce soit clair. Et on rappelle qu'à l'époque, il y a l'opération française Barkhane, qui mobilise beaucoup de militaires français. Est-ce que tu as des contacts avec eux
avant, est-ce que tu préviens, je sais pas, les autorités françaises que tu vas là-bas? Alors évidemment, ta famille, parce que je rappelle que tu vivais avec ta femme et tes enfants à Bamako, est au courant de où tu pars et ce que tu comptes faire. Est-ce que les autorités françaises, à ta connaissance, savaient? Alors, les autorités françaises savaient. C'est une bonne question parce que j'ai réfléchi beaucoup à savoir est-ce que je préviens, est-ce que je préviens pas. J'ai pas l'habitude. Oui, c'est le genre de question qu'on peut se poser en tant que journaliste. Est-ce que je me borde notamment avec les autorités françaises? J'ai fait d'autres reportages avant. Je n'ai jamais prévenu les autorités françaises de mes déplacements. Là, c'était suffisamment quand même. Puis j'avais eu une discussion avec quelqu'un de l'ambassade à l'époque qui m'avait dit quand même, Olivier, tu pars comme ça, tu dis rien. La moindre des choses, c'est que tu nous préviens quand même. Et c'était quoi, quelques semaines avant, parce que j'avais fait un autre reportage avec un groupe armé en février, avec un autre groupe armé, j'avais pas prévenu, puis on m'avait un peu tapé sur les doigts pour ça. Et d'accord. Oui, parce qu'il il faut rappeler qu'à l'époque, il y a déjà il y a des enlèvements, il y a des otages déjà au Sahel. Oui, quelques mois avant, il y a eu la libération de Sophie Petronin, par exemple, puis de Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition malienne. Ouais. Et puis bon, on sait que dans le Sahel, il y a beaucoup d'Occidentaux, d'étrangers qui se sont déjà fait enlever. Donc oui, j'appelle la veille l'ambassade de France, le consulat de France à Bamako. Et je leur signale que le lendemain, je vais m'envoler pour Gao. Je dis pas pourquoi, mais pour y faire un reportage, une interview. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils me conseillent formellement de ne pas le faire. Okay. La personne que j'ai au téléphone à ce moment me conseille formellement de ne pas le faire. De toute façon, dès qu'on dit qu'on veut sortir et qu'on n'a pas d'escorte, on vous conseille formellement de ne pas le faire. Moi, ça fait 6 ans que je suis là, je suis déjà sorti de Bamako. Et c'est pas des conseils qu'on écoute. Toute la carte, en fait, du Mali est en rouge. Je crois que Bamako était en orange à l'époque. Donc, ou vert, je sais plus. Donc, Bamako, on peut. À l'extérieur, de toute façon, il ne faut pas y aller. Ok. Tu y vas. Tu arrives à Gao. Bon, le rendez-vous est plusieurs fois repoussé. On va peut-être pas rentrer spécialement dans le détail. Mais à un moment donné, ton fixeur te dit bon, ça va pas se passer là où c'était prévu. Non, c'est pas ça, en fait. Il y a le premier coup de théâtre, si je peux dire ça comme ça, c'est qu'il était censé m'accompagner. Il devait faire la traduction. Il devait même filmer. Et une demi-heure après qu'on ait déjeuné, une demi-heure avant le départ, il m'annonce qu'il ne viendra pas. Ah oui. Il ne viendra plus parce qu'il a reçu un coup de fil des djihadistes qui lui ont dit « Écoute, on est d'accord, mais toi, tu ne viens pas, il vient seul. » Et là, ça met tout par terre. Enfin, et là, rebelote, tu réfléchis. Tu te demandes si tu... Oui, puis je suis même prêt à arrêter, quoi, quelque part. Et il faut un arbitre, il faut... comment dire ça? C'est comme s'il fallait un coup au plancher pour se relancer, pour repartir. Et c'est la confiance en mon fixeur qui va jouer. Et je lui pose cette question, je lui dis, écoute, qu'est-ce qu'on fait? Selon toi, tu connais ces gens-là, tu as préparé la chose. Est-ce qu'on arrête tout? On avait préparé un plan B qui était, dans ce cas-là, si on arrêtait tout, c'était m'amener dans un camp des forces maliennes, si je me souviens à l'époque, dans le camp de Gao des forces maliennes. Ou est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on peut continuer? Et il me dit, écoute, moi je vois le chef djihadiste que tu vas interviewer juste après une interview, qui doit durer 45 minutes, parce qu'il est diabétique, je dois lui faire une piqûre. Ça m'étonnerait qu'il t'enlève avant. Et il me dit, en plus, cette ville est ultra surveillée, les portes sont surveillées. Enfin, voilà, ça se passe à l'intérieur, je ne vois pas pourquoi il t'enlèverait. Tu montes dans la voiture? Alors, je ne monte pas dans la voiture, je réfléchis d'abord, puis j'ai confiance en lui. Oui, bien sûr. Et puis là, banco, on y va. Ouais, tu décides. Et forcément, on sort de l'hôtel, on monte dans la voiture et on se rend au lieu de rendez-vous. Et là, je monte dans le pick-up des djihadistes. Voilà. Et tout commence comme ça. Donc, on est le 8 avril 8 avril 2021. 2021. Il est 14h, 14h30. Voilà. Tu vas mettre... combien de temps au bout de combien de temps tu vas te dire, ça y est, c'est fou, j'aurai pas l'interview et je crois que je suis otage? Alors, je me dis pas que j'aurais pas l'interview. Il y a des pages où tu racontes les paysages qui défilent, tu dis bon... Alors, ce qui me met la puce à l'oreille d'abord, c'est que j'ai 45 minutes d'interview avec eux. On a prévu que je sois de retour dans 2 heures avec mon fixeur. Oui. Donc, si je suis pas de retour dans les 2 heures, il sait qu'il doit aller voir les forces internationales et dire j'ai un journaliste qui est perdu, qui est sur le terrain, qui est perdu. Et donc, on roule, et le temps passe. Et au bout d'un moment, on roule depuis 1 heure. Et là, je commence à me dire, mais il va y avoir un problème. Même si on a roulé 1 heure. Disons qu'on arrive là maintenant. Je vais l'interviewer 45 minutes, le temps de revenir. On dépasse. Donc, il va déjà prévenir des gens, même si l'interview se fait. Et j'essaye de communiquer ça au chauffeur qui est avec moi, qui est silencieux, qui ne parle pas français. Et il me fait comprendre par une gestuelle qu'en gros, non, il n'y a pas de problème. On va l'appeler plus tard. Enfin, c'est ce que je me dis. C'est comme ça que j'interprète la gestuelle qu'il me fait. Et puis, rapidement, il y a quand même un sentiment d'angoisse qui s'empare de moi, mais il faut rester à flot et s'expliquer ce qui se passe, trouver quelque chose de rationnel. Et mon explication, c'est de me dire, mais je vais voir des gens qui doivent aussi pourvoir à leur sécurité. Ils ne me font pas confiance, je peux être suivi par des militaires et tout, etc. Donc,
Le rendez-vous n'aura pas lieu à l'heure indiquée et pas dans le lieu indiqué. Ça se trouve, ça aura lieu cette nuit et ils me ramèneront demain matin. Donc, en fait, tu te mets déjà dans l'idée que tu vas pas rentrer le jour même Non. et que tu vas au moins passer une nuit dans le désert. Enfin, du moins dans le... Voilà, ça va pas se passer. Voilà. Voilà. Et puis, il s'est passé des choses avant où ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire, le rendez-vous était un mardi, il téléphone le lundi, il faut venir tout de suite. Ça permet de contrecarrer toute trace, toute poursuite, etc. Tu parlais de ton chauffeur qui était plutôt silencieux. Dans les premières heures, quels sont tes rapports justement avec eux? J'ai quasiment pas de rapport avec lui, à part mes questionnements par rapport au timing. Moi, je suis totalement à mes questions, je suis focus sur mon bloc. Et j'ai dans la tête, dans la petite fenêtre que j'ai pour l'interview, de ne pas rater cette interview, c'est tout. C'est tout. Donc je regarde pas tellement le paysage, je regarde pas tellement le chauffeur. Je constate qu'on roule très 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 vite. Ça, je me souviens, c'est quelque chose, on roulait très 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 vite. Et c'est tout. Dans les premières heures, ça va être ça, ouais. Et donc, arrive le soir, finalement. Alors, au crépuscule, on roule. Donc là, je suis vraiment dans cette idée que ça va se faire ultérieurement. Et je sais pas, au crépuscule, on s'arrête. Le véhicule s'arrête, on sort du véhicule, on me bande les yeux, on me sort du véhicule, on me déshabille. On me donne de nouveaux vêtements. Il y a alors là, il y a des voix autour de moi, je sens qu'il y a pas mal de personnes. On me met. Oui, parce que t'as un bandeau, hein. En fait, c'est mon chèche. Moi, je suis grimé, je suis habillé comme un Touareg. Hein. Et on me met le chèche sur les yeux. Et on me fait rentrer dans un autre véhicule. Et c'est là où on va m'apprendre. Le conducteur, en rentrant dans le véhicule, va me dire que je suis détenu par eux, que je suis kidnappé et que maintenant, mon sort est entre les mains de ma famille et de mon gouvernement. Et c'est là où je comprends qu'il y a, pour moi, d'abord une horrible méprise, mais en même temps une terreur immédiate par rapport à ce qui se passe. Puis un sentiment d'être tombé dans la gueule du loup sur un truc qui était limite... qui était possible quelque part, mais auquel je pensais pas vraiment. C'est intéressant que tu parles de la méprise, on n'en a pas parlé, mais tu pars avec une lettre, en fait. Enfin, tu as une lettre d'invitation, a priori. Donc, au début, tu n'arrêtes pas de dire aux gens qui sont avec toi, mais j'ai une lettre d'invitation, je suis invité, etc. Pour moi, c'est une méprise. Il y a une méprise. C'est les premiers jours. J'ai affaire à des jeunes, à des djihadistes qui sont plutôt jeunes. Je me dis qu'ils ne sont pas au courant. C'est peut-être une Katiba qui a entendu parler, elle a eu vent qu'un journaliste français arrivait sur Gao. Cible d'opportunité, on le kidnappe. Et je me dis que peut-être leur hiérarchie va leur dire qu'il y a erreur et que cette histoire va durer que quelques jours et que je serai libéré. Il y a une question, j'en profite. Alors, on va peut-être y revenir plus tard, mais elle est intéressante. Est-ce qu'à ce moment-là, il y a une question, c'est dans quelle mesure peut-on imaginer que le fixeur ait pu être manipulé? C'est RGZR7 qui pose cette question. Et justement, dans les premiers jours où là, tu sais que tu es otage, est-ce que tu t'es posé la question déjà du rôle de ton fixeur? Non. Ça mettra... donc, au bout d'un mois, il faudra un mois et quelques jours quand je vais passer avec ce chef djihadiste avec qui je serai pendant 15 jours, qui s'appelle Alassane dans le livre. C'est lui qui va me mettre la puce à l'oreille. Moi, au départ, il y a méprise. Au départ, jusqu'à ce que je le rencontre et puis qu'ils mettent la puce à l'oreille, il y a méprise. J'écris même une lettre que je destine au chef. Ils se sont trompés ou alors ils ont manqué à leur parole. Mais je ne remets pas en question, en tout cas jusqu'à ce moment-là, le rôle de mon fixeur là-dedans. Et ça, c'est quelque chose qui te turlupine. Manquer à leur parole, c'est pas quelque chose qui te semble logique, en fait? Ça me met en colère aussi parce je sais, j'ai eu vent que c'était des gens qui se disent de parole quand ils s'engagent, etc. Que la lettre d'invitation, c'est un sauf-conduit qui vous permet d'être amené en sécurité. Et là, je me rends compte que non. Je me rends compte que pas du tout. Et ça génère à la fois une colère sourde, du ressentiment, et puis en même temps, ça se fait se poser des questions. Ça m'intrigue. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas erreur, justement? Ça tient sur ça au début. Tu te retrouves, alors, tout le long du livre, on se rend compte que tu vas beaucoup bouger, assez souvent. Il y a des moments plus longs que tu vas passer dans certains endroits, notamment il y a ce long chapitre sur une grande prison dans le désert. Mais avant ça, ça bouge beaucoup quand même. Ils sont toujours à l'affût, évidemment. Comme on le disait tout à l'heure, il y a des opérations militaires étrangères, donc notamment Barkhane, donc ils sont à l'affût des drones. On sent que voilà. Mais durant les premiers mois, mais ce qui m'a un peu interpellé, où je me suis posé la question, tu t'étales pas trop dessus, mais on le sent, c'est l'adaptation. Et l'adaptation à ton milieu, en fait. Ouais. J'ai noté quelques mots qui viennent pas forcément de ton livre, mais qui me sont venus. C'est notamment, j'ai pensé à la survie. Il y a des petits mots, faire un frigo, par exemple. Ce genre de choses. J'aimerais que tu nous parles comment
Est-ce que les djihadistes qui t'ont enlevé vont un peu te former, t'expliquer des choses? Ce fameux frigo, est-ce que c'est eux qui t'apprennent à le faire? Oui. Est-ce que, voilà, comment tu t'adaptes finalement, en dehors, hein, bien sûr, du stress de tes geôliers, comment tu t'adaptes à cet environnement très hostile, en fait, qui est le désert? L'adaptation, elle est longue, hein. Je mettrai à peu près 10 mois à 1 an pour commencer à comprendre mon environnement et savoir me débrouiller dans une relative autonomie dans cet environnement-là. Et c'est vrai que le frigo, par exemple, c'est les djihadistes très vite, et je pense que c'est peut-être obligatoire parce qu'ils tiennent quand même à ce que les otages qui veulent monnayer puissent boire et manger. Donc il m'explique comment faire de l'eau fraîche dans le désert. Explique comment tu fais du coup. Ah bah vous prenez une bouteille, il faut prendre son chèche, on le mouille, on l'humidifie, on entoure, on enveloppe la bouteille avec ce chèche humidifié et on le suspend si possible à l'ombre et à l'air. En 45 minutes, 1 heure, vous avez une boisson qui est fraîche, quoi. Et c'est important de boire quand même frais dans le désert. Donc ça, c'est un truc qui est essentiel et qui m'enseigne très vite. Après, ça vient petit à petit, c'est des découvertes personnelles. Et puis, c'est aussi des choses qui peuvent me dire, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes avec le fait de dormir dehors, avec les insectes, avec la chaleur, avec le manque d'hygiène, avec la bouffe même. Et on apprend, on observe, on se renforce, mais ça met un temps assez long. Et moi, ça mettra 1 an à peu près. Mais il y a une nécessaire adaptation, et d'ailleurs, je tiens à le signaler, on est capable de s'adapter à tout, toi, moi, n'importe qui, on s'adapte. L'humain est une machine formidable là-dessus, on s'adapte. Alors, il y a un autre fil rouge que j'ai repéré, enfin, je ne sais pas si c'était conscient quand tu l'as fait dans le livre, mais tu me parles des insectes. À un moment donné, tu parles d'un âne aussi, je ne sais pas si, voilà, un vieil âne qui est là. Et puis, j'ai l'impression que toujours, ça te renvoie à ta condition aussi. Ouais. À un moment même, quand on t'enlève les chaussures, donc là, c'est beaucoup plus loin, évidemment, dans le récit. Tu parles d'animal, le fait de vivre comme un animal. Est-ce que, justement, le fait de toujours être là au milieu des insectes, des animaux, enfin, quelques animaux, et toi, est-ce que ça te renvoie à ta condition? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses assez souvent en te disant, finalement, je suis pas mieux traité qu'un animal? Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. Sur l'âne, oui, totalement. Là, on sent dans le livre que tu fais vraiment un transfert, quoi. Je sais pas, communauté d'esprit, mais j'ai l'impression qu'on a un peu le même... je me demandais souvent qui de lui ou de moi, parce que les ânes sont martyrisés quand même dans le Nord. Hein. Vous avez beaucoup d'ânes qui ont des cicatrices, sont amaigris, il faut qu'ils trouvent quand même une maigre pitance pour manger. Celui-là était vieux, affaibli, il avait été blessé visiblement, puis rôdait autour de moi parce que je devais laisser à bouffer, enfin... Il devait y avoir des miettes, des trucs, il savait qu'il pouvait grappiller quelque chose. Et il y a beaucoup d'ennuis dans la captivité. Et on se regardait beaucoup. Lui, il attendait sous un arbre à l'ombre, certainement que je m'éloigne, que j'aille pisser pour s'en rapprocher, grignoter ce qu'il pouvait. Et j'avais l'impression qu'on vivait la même chose. Je me demandais toujours qui de lui ou de moi a la plus mauvaise situation. Il y a une sorte de, pas de rapport affectif, mais de compassion, j'ai l'impression mutuelle, je ne sais pas pour lui. C'est ce qu'on sent dans le livre, en tout cas. Donc, ouais, c'était assez spécial. C'était très... Bon, c'était... Ouais, t'as un peu moins d'empathie pour les insectes. Non, les insectes, je les combats. Et puis après, j'arrête de les combattre parce que c'est eux qui gagnent. On est rien. Hein, c'est un grand tout. La nature est très, très présente. Elle est plus forte que l'homme. Elle domine l'homme totalement. Donc au départ, on les combat et on se rend compte très vite qu'on perd à chaque fois. Donc il faut s'adapter. Ça mettra du temps. Ta question, c'était plus sur... Excuse-moi, j'ai perdu le fil. Ce fil rouge un petit peu animal, ça te renvoie à ta animalité, mais j'allais dire autres animaux qui apparaissent souvent dans ton récit. Les dromadaires, voilà. Les chameaux. Donc et puis beaucoup. La nourriture. Ouais. Quand il faut sacrifier une chèvre, quand il faut... Et ça, tu le décris aussi. Ouais, parce que c'est fascinant quelque part. Ouais. C'est une violence répétée, dont la résultante, c'est quand même se nourrir, donc elle est nécessaire. Et elle a quelque chose de fascinant quelque part. À un moment, tu décris même... des exécutions, quoi. Voilà. Moi, ce qui m'intriguait là-dedans, c'est la peur de l'animal. Et j'ai eu l'impression de voir des animaux qui savaient ce qui allait se passer. Ils se chiaient dessus. Cette chèvre ils se mettaient à pleurer et tout, etc. Puis ce moment où vous avez les cris, puis après un gargouillis infâme, et puis il décède devant vous. C'est très, très, très spécial. Et on oublie tout ça après quand c'est dans la marmite et qu'on doit manger parce qu'on est content de la viande, on n'en a pas souvent. C'est des exécutions répétées. C'est très spécial. Il y a une scène très... Enfin, moi, je trouve un peu dure, mais parce que d'extérieur, on n'est pas dans ta situation, mais où grosso modo, il sacrifie un chameau. Et on te balance, tu es déjà, on va en parler tout à l'heure, avec un autre otage, dans la prison des sables, et t'essayes de découper de la viande avec un couteau émoussé, par 45 degrés, en plein désert, on est sous une tente. Tu sais que le temps presse parce que la viande ne peut pas rester comme ça. Il y a ça.
Et puis c'est juste dégueulasse, quoi. Ouais, c'est évidemment des choses que j'avais jamais vécues avant, que je me vois faire comme si j'étais un observateur extérieur, et que je fais parce que c'est nécessaire, parce qu'on a faim. En plus, après cette scène-là, il y aura une tempête de sable, donc tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire cette viande, elle sera pourrie, c'est nul et non avenu, on n'a pas pu la consommer. Et je sais pas, il y a quelque chose de, je sais pas comment dire ça, de primal dans ce truc-là. Ça m'a ramené, enfin, ça m'a amené plutôt à des situations très primales, très couper de la viande pour se nourrir à partir du cou d'un chameau. On en revient à cette histoire d'adaptation, où finalement, on se retrouve à faire des choses qu'on n'imaginerait pas dans notre vie habituelle, mais par nécessité. Ouais. Et donc, il y a quand même cette idée que ces djihadistes vivent dans ces conditions. Enfin, alors évidemment, peut-être pas dans les mêmes conditions que les otages, parce que pendant un moment, tu étais quand même enchaîné. Enfin, il faut quand même rappeler que t'es pas dans un... C'est pas le 5 étoiles, quoi. La différence entre eux et moi, c'est que ce sont les geôliers, moi je suis le prisonnier, moi j'ai la chaîne, ils l'ont pas. Mais les conditions, sinon, sont les mêmes. Et pas que pour les djihadistes, pour les Touaregs qui vivent dans brousse ou dans des campements, des choses comme ça. C'est ça, on dort sur le sable, on est dans le sable, on a des grandes citernes pour boire de l'eau, on tue des moutons, des chèvres pour manger, voire des chameaux, on boit du lait en poudre ou du lait de chameau, ou du lait en poudre avec du lait de chameau, de chamelle. Voilà, c'est comme ça qu'ils vivent. Ça se rajoute à la violence de la situation pour nous, enfin pour moi occidental, mais pour eux c'est normal. Pour eux, voilà. Et du coup, je me suis fait une réflexion à un moment donné quand tu discutes avec eux, parce que on va le dire tout de suite. En fait, quand à un moment donné tu bascules, enfin tu sais que tu vas rester un moment. Enfin tu sais pas. Au début tu te dis ça va pas durer éternellement, c'est une méprise. Mais il y a quelque chose que tu ne perds pas, c'est que je suis journaliste. Et le temps que je vais leur donner, il faut que ça me serve à quelque chose. Ouais. Donc, tu peux peut-être expliquer 2 secondes, parce que tout le monde ne sait pas. Voilà, tu te dis, je vais faire un reportage, quoi, grosso modo. Ce qui est important, surtout, c'est pas perdre espoir. Le journalisme, il arrive comme ça, c'est pas perdre espoir. Et c'est ne pas se laisser submerger par la captivité. Par le fait que je ne suis rien, je suis emprisonné, je suis enchaîné, on peut me traiter comme un chien. Il ne faut pas se laisser submerger par ça. Et pour ça, il faut s'occuper, il faut avoir un but, il faut se lever avec un but. Et le journalisme, ça me semble être la porte de sortie ou le moyen de résistance le plus adéquat. Parce qu'en fait, je travaillais à 1000 km de là, à partir de Bamako, sur ces gens-là. Je me déplace jusqu'à Gao pour en interviewer un. Bon, ça se passe mal. Maintenant, je suis au cœur du truc. Alors pourquoi ne pas continuer à observer, faire quelque chose? Et puis, c'est un moyen de résistance aussi, c'est un moyen de contrôle. Je ne contrôle pas ce qui se passe. Le fait de pouvoir... en secret, en sous-main, avoir un but sans le leur dire, secrètement faire des notes, etc. J'ai l'impression que je joue ma partition, alors que c'est eux qui mènent cette partition normalement. C'est la petite partie de maîtrise que tu gardes. C'est essentiel. Et puis c'est surtout c'est pour s'occuper l'esprit, savoir un but. Je me lève le matin en ayant quelque chose. Aujourd'hui, je vais apprendre ça. Aujourd'hui, il faut que je connaisse ça. Aujourd'hui, il faut que... Et ça donne un but et ça permet de tenir toute la journée jusqu'à la nuit et rebelote le lendemain. Il y avait une question qui vient de passer, du coup, désolé. Les Oppostiens, Oppostiennes, j'ai pas vu le nom, mais justement à propos de ça, qui revient au journalisme, qui demandait si le travail, l'interview que tu avais prévu, s'il y avait déjà un deal avec un des journaux pour lequel tu travaillais, et finalement, quelles étaient les attentes de ces journaux? Est-ce qu'ils étaient au courant? Est-ce qu'ils savaient? Non, clairement, les journaux à qui j'ai proposé cette interview n'en voulaient pas. M'ont dit ne le fais pas, c'est pas n'en voulait pas, ne le fais pas. C'est une vraie différence, parce que trop dangereux. Et bon, c'est déjà arrivé avant. Hein. On sait après ça arrive aussi qu'on puisse le faire, on le fait, et puis on peut quand même le vendre. Mais non, j'avais pas le soutien, il n'était pas dealé avec une rédaction. Ok. Alors on revient à cet état d'esprit de journaliste qui ne va jamais te... Voilà. Il y a notamment une mission que tu te fixes dès le départ, c'est de comprendre, de savoir ce qui s'est passé pendant l'assassinat. Enfin, comment ont été assassinés les 2 journalistes de RFI. Si tu peux en dire 2 mots, peut-être pour rappeler aux internautes ces journalistes Guylaine et Claude Verlon, ouais. Guylaine Dupont et Claude Verlon, assassinés en 2013, voilà. Pourquoi tu pars sur cette piste, du coup? Parce qu'il y a une sorte enfin, je vis la même chose qu'eux, en fait. Ils ont été pris dans le Nord comme moi, par les mêmes personnes, par le même groupe, on va dire. Et eux sont morts. Moi, je suis encore vivant, mais pour combien de temps?
Et j'ai l'impression que le fait de pouvoir comprendre pourquoi ils les ont tués, ça va peut-être me permettre d'anticiper, d'éviter, de sortir, de pas avoir le même destin. Au final, pendant longtemps, tu te poses des questions, mais tu n'as pas vraiment de réponse. Très peu. Voilà. Ou globalement les mêmes. Après, il y a la barrière de la langue, il y a plein de choses, mais ouais. En gros, c'est une histoire qu'ils connaissent tous. Et c'est ce qu'on me dit très vite. On me dit c'est un secret que pour vous, tous les djihadistes sont au courant de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé. Voilà. Et pendant cette recherche, finalement, tu t'intéresses beaucoup à eux. Tu cherches à les comprendre, etc. Et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la dureté de la vie. Il y a quelque chose que tu comprends assez vite, c'est que ils ont un objectif quand même qui est le paradis. Et alors ce que tu décris, alors pas forcément le paradis, enfin certains te disent le sacrifice suprême c'est de mourir au combat ou d'aller se sacrifier. Et quoi qu'il en soit, ils pensent à ce qu'il y a après. Et ce qu'il y a après, ce qu'ils te décrivent, c'est tellement en décalage avec la vie qu'ils vivent au quotidien qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui les rassure, ou en tout cas qui les motive, c'est de trouver finalement une vie meilleure, largement meilleure. Ils te parlent de collines verdoyantes, de lait qui coule, de femmes pures, etc. Mais vraiment complètement l'inverse, en fait. Bah, c'est un paradis dans tous les sens du terme, c'est la boîte à fantasmes, hein, quelque part. Et je me suis demandé si la dureté de leur vie ne faisait pas que justement de penser à ce meilleur après n'était pas... Je me suis demandé exactement la même chose. Est-ce qu'il y a un lien direct avec ça? Je pense qu'il y en a un. Après, j'ai pas de... Mais évidemment, vu les conditions dans lesquelles ils vivent, que ce soit dans le désert, la température, les tempêtes de sable, la difficulté de trouver de la nourriture, etc., le manque d'emploi, enfin bon, tout ce qu'on... C'est vrai que là-bas... À contrario, le paradis semble une terre pleine de promesses, quoi. Je veux dire, tu disais les champs verdoyants, en comparaison avec les dunes de sable et la sécheresse du désert, les rivières qui coulent, les rivières, dans le désert, il n'y en a pas d'état. Donc on peut imaginer que oui, pour eux, ça représente, c'est le paradis, Et c'est la deuxième vie. Et donc il faut préparer de son vivant, dans cette première vie, si on peut appeler ça comme ça, ce ticket, s'assurer un ticket pour la deuxième vie, donc être dans le chemin d'Allah, donc faire ce que les textes disent, voilà, c'est ça. Et ça permettra d'avoir cette entrée au paradis. Pendant qu'on est justement en train de parler un peu de leur foi, très vite, tu les appelles les Moudjahidines. Ouais. Alors ça, peut-être qu'il faudrait expliquer un petit peu comment dire aux internautes. Nous, on parle de djihadistes. Ouais. Voilà. Eux, c'est eux qui te disent on est des Moudjahidines. Djihadiste, ça va encore. Même djihadiste, si ça ça les passe satisfait encore. pas Par vraiment. contre, terroristes, ils veulent pas. Terroristes, ils veulent pas. Évidemment. Voilà. Djihadiste, ça va. Moudjahidine, c'est exact. Terroriste, c'est un immense fourre-tout. Enfin, ça concerne surtout celui qui le dit, quoi. Le résistant, le terroriste, la frontière est très, 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 très ténue. Et puis, c'est un terme qui réfute totalement, quoi. Mais moi, je le faisais déjà un peu dans mes articles. Hein. Tu faisais déjà attention. Ouais, je faisais... Terroriste, c'est pas assez précis, ça veut tout et rien dire. Est-ce que tu peux expliquer Moudjahidine, justement? D'où vient... Le Moudjahid, c'est le guerrier de Dieu, c'est le guerrier de la foi, quoi. Ils se voient comme des sortes de travailleurs de la foi, quoi. Parce qu'on a en tête les Moudjahidines du peuple. Oui, les Moudjahidines du peuple, voilà, c'est le combattant saint, quoi. Et c'est un terme qui revendique et qui, de fait, leur va mieux, je trouve, pour le coup. Toi, finalement, tu te dis que ça leur va mieux. Oui, djihadiste, moudjahidine, je préfère à terroriste, ça c'est sûr. Ouais. Tout le long de ta captivité, les premiers mois, on sent vraiment que tu es dans l'observation, l'adaptation, comme je disais, l'obsession de trouver des réponses aussi à tes questions. Il y a des moments plus durs que d'autres, et notamment, on sent que d'un geôlier à l'autre, la situation peut complètement basculer. Ouais. Comment t'expliques ça? Et pourtant, ils ont les mêmes ordres, en fait. On imagine, c'est très organisé. Hein, on parle de nébuleuse, mais en réalité, c'est très, très organisé. Oui, ils ont une vraie organisation, ils ont une vraie expérience là-dedans. C'est pas la première fois qu'ils le font. Il y a toute une chaîne logistique qui est rodée et qui peut quand même vous amener dans des coins. Parce que des fois, on a des alertes. On part comme ça, c'était pas prévu, puis on va dans des coins encore plus reculés. Ils peuvent quand même acheminer de l'eau jusque là-bas. Il y a des roulements. Non, tout ça est très bien organisé. Après, c'est la vie, je dirais. Vous avez des gens qui peuvent vous être hostiles, qui sont mauvais, d'autres qui sont indifférents. Et ça dépend. Ça dépend des gens. Donc on est tombé évidemment sur... déjà, on est considéré comme des infidèles, comme des gens sales, comme des gens peu fréquentables, parce qu'on n'est pas musulman, parce qu'on est français.
parce que je suis journaliste ou agent de renseignement, c'est selon, parce qu'on me prendra pour un agent de renseignement au départ. Donc il y a ça, il y en a qui le prennent avec une franche hostilité, il y en a qui s'en foutent, et il y en a même qui sont à la rigueur plutôt curieux et qui veulent créer un lien. Mais ça dépend de la personnalité des gens eux-mêmes, quoi, hein. Moi, je dirais que le problème, on l'avait le plus avec les jeunes, parce qu'ils ont un logiciel qui est quand même beaucoup plus, entre guillemets, simple, dans le sens où ils ne sont pas allés forcément à l'école, ils ont appris à lire, à écrire, s'ils savent écrire, avec le Coran. Et eux, ils prennent littéralement ce qu'il y a écrit. Donc, si on est un infidèle, on est vraiment considéré en tant que tel. Et ils réagissent aussi, eux, en tant que tel, en fonction de ça. On reviendra peut-être à leur rapport à la foi, où il y a quand même beaucoup de questions qui se posent, hein, entre business, foi, enfin voilà. Mais il y a quelque chose qui, autre fil rouge, j'ai envie de dire, dans ton livre. J'ai repéré à chaque fois, en avançant dans ton livre, je dis encore un autre fil rouge que je peux dérouler. C'est il y a au-delà. Alors il y avait le journalisme, il y a le côté survie, bien sûr, animalité qui revient assez souvent. Enfin, la nature, en fait, le fait de survivre dans cette nature. Ouais. Et puis il y a l'évasion. Alors ça, c'est quelque chose d'incroyable. Tu te persuades que tu peux t'évader et tu élabores des stratégies et des stratégies et des stratégies pour essayer de t'évader. Moi, ma première question, et je pense qu'on se la pose aussi, que beaucoup se la posent, tu parles d'évasion, mais t'as pas peur? Tu te dis pas, à un moment donné, si je sors du camp, qui me voit, il me tire comme un lapin, en fait? Si, la peur, elle est là, mais il y a quelque chose qui est plus fort que la peur, c'est l'espoir de s'en sortir. Il y a aussi, je parlais d'une colère sourde tout à l'heure. Quand je me fais kidnapper, je me dis, mais nom de Dieu, ils sont revenus sur leurs paroles, quoi. J'ai l'impression d'avoir été trahi. Voilà, ils n'ont pas de parole, et ça m'agace. Et j'ai un ressentiment qui se met en place avec cette idée de il faut leur rendre la monnaie de leur pièce. Il faut prendre une revanche. Et cette revanche, parce que je vois quand même il y a un certain laxisme, il y a des possibilités. Je fais des rondes autour du camp, de plus en plus loin. Je me dis donc j'entends des camions qui passent. Il peut y avoir des possibilités. Et je me dis il faut que je prenne ma revanche et que je disparaisse au moment où ils s'y attendent le moins. Et puis ce sera l'égalisation, quoi. De cette erreur, je lave cette erreur. Je me sors de ce truc-là et puis c'est fini. Et ça va devenir une obsession. Et ce qui domine cette obsession, c'est l'espoir de la liberté, tout simplement. Et elle domine la peur. La peur, elle est là de A à Z, hein. Et bien sûr, tu disais se faire tirer dans la nuit, faire du bruit. Moi, je vais échouer beaucoup dans ces tentatives d'évasion. Et étrangement, c'est pas le fait de quitter le camp qui est la problématique. C'est quand on arrête, qu'on se dit c'est pas possible, je suis trop fatigué, ou je n'ai pas trouvé la route, ou il n'y a pas de camion. Il faut revenir, et il faut revenir dans un bois où eux dorment. Il faut imaginer quand même une sorte de forêt la nuit. Sortir, c'est facile, y rentrer et retrouver l'endroit où on est dans cette forêt, sans faire de bruit, sans se faire tirer dessus, parce qu'on peut limite leur marcher dessus, hein, on voit rien. Ça, oui, ça c'est la peur constante et qui prend, enfin voilà, qui vous saisit. Si, la peur, elle est là partout, mais elle est dominée par l'immense espoir que ça marche. Et c'est dans ces moments, quand tu décris tes tentatives d'évasion, que le physique devient quasiment central. C'est-à-dire qu'en fait, on sent que tu peines. On a l'impression que pour faire un pas, chaque pas est vraiment une épreuve incroyable. Ouais, parce que moi, je me disais, justement, sur cette idée de se faire tirer dans la nuit. Donc, c'est un bois, il y a beaucoup d'épines, ça fait du bruit, vous avez du bruit comme ça. Et je me dis, mais ce qui va se passer, c'est s'il y a des bruits consécutifs, c'est des pas. Donc, s'ils entendent, ils vont se dire c'est des pas. C'est pas le pas d'un chameau, c'est pas pareil. Les chameaux sont très silencieux. Donc, il fallait pas faire du crch, 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 crch. Il fallait faire crch. On attend. 1 minute après, crch. Donc, vous imaginez le temps pour faire 100 mètres. Pour faire 100 mètres. Mais voilà, faut rester en vie. Il y a la peur qui est là, justement. Et c'était horrible, quoi. Je restais figé dans la nuit comme ça. Il y a le physique, il y a les bruits, et puis il y a le fait de préparer, de dire, il faut que je tienne au moins une nuit et peut-être une journée dans le désert. Donc, préparer de quoi? De l'eau Ouais, ça se fait petit à petit. Dès qu'ils viennent vous donner à manger de la tadjila, vous en coupez un morceau, vous le mettez dans un pantalon que vous avez transformé en sac. L'eau aussi, vous commencez à la mettre de côté. Je me souviens, j'avais une écuelle en acier, en métal. Je l'avais pris parce que je me suis dit, si jamais j'arrive pas, j'avais en fait la fenêtre de mon évasion, c'était tu pars à 22h, parce que c'est à peu près l'heure où ils se mettent à ronfler. On attend d'entendre les ronflements, on part. Et il faut que j'ai trouvé un camion ou un moyen de m'éloigner très loin, 100 de kilomètres au moins du camp où on est, dans une fenêtre qui est entre 22h, on va dire, et je
crois que c'était 1h du matin, 2h du matin. Passé cette heure-là, c'est mort. Si je suis toujours dans le coin à 2h du matin, c'est-à-dire ça va se jouer à pied, eux, ils vont se réveiller à 5h30 pour la première prière, ils vont se rendre compte après la prière que je ne suis pas là, et en 10-15 minutes, ils vont couvrir à moto la distance que j'ai couvert moi à pied. Et voilà. Donc, il y avait... Donc 1h, 2h du matin, c'est un petit peu pour toi le moment charnière où tu te dis je reviens. Si j'ai rien à 1h, 2h du matin, il faut peut-être décider de rentrer. Ouais. Et il y en a une d'évasion que tu fais, Qui est... où tu décides de ne pas rentrer. Ouais, parce que le problème, c'est que je suis mon propre obstacle, en fait, au départ. Il y a la peur, il y a l'envie de partir, et quand je suis en dehors de la relative sécurité du camp où je suis retenu, c'est l'inconnu, quoi. Et si ça marche pas, et si je me fais rattraper, etc. Et il faut pouvoir absorber cette peur et pouvoir la contrôler. Plusieurs fois, je vais pas pouvoir la contrôler. Il y a la fatigue aussi qui vient s'ajouter, donc j'ajourne, j'annule et je reviens. Et au bout d'un moment, je m'en veux et je me dis non, c'est pas possible. Il faut faire ce que j'appellerais une tentative d'évasion totale. C'est-à-dire, même si ça te fait peur, tu continues. Et en parlant de peur, justement, quand je fais cette tentative d'évasion totale, passe 2h du matin, pas de camion, je décide de dormir dans le désert. Et là, j'ai très très peur parce que je sais que le lendemain matin, je vais me réveiller. Quand la lumière va se lever, ça voudra dire qu'ils sont au courant. Et qu'est-ce qu'on fait là? On est dans un truc plat. Comment ça va se passer? Je me dis, mais je me posais cette question, je ne sais pas si je le dis dans le livre d'ailleurs, c'est demain, à 5h, 7h, 8h, 10h, 15h, est-ce que tu seras vivant? Qu'est-ce qui va t'arriver dans les 24 heures qui vont suivre le lever du soleil? Et là, il te retrouve, évidemment, et il y a une... Enfin, j'ai pas bien compris, mais enfin, tu le dis un peu plus tard dans le livre, mais sur le moment, la scène, on est pris dans la scène, en fait, quand il te retrouve avec les motos, tu expliques, et là, t'es à genoux, il te bande les yeux, je crois. Ouais, avec mon... Et ce qu'on comprend, enfin, en tout cas, sur le moment, j'ai pas bien compris, mais après, c'est pas que c'est mal écrit, hein, je précise aux internautes, c'est juste qu'on est tellement pris dans la scène, en fait, il simule une exécution. Ouais, c'est ça. C'est ça, et là, c'est terrible. Il faut une sanction, en fait, je pense. Hein, là, j'imagine que c'est ce qu'ils ont voulu faire. Il fallait une sanction, parce que je pense qu'ils ont été surpris. Ils en ont beaucoup voulu parce qu'ils ont été surpris. J'étais un peu l'otage qui parlait, qui discutait, le journaliste, donc je posais des questions sur les choses qui les intéressent, sur l'organisation et tout, etc. J'étais un peu gauche, j'avais pas l'air voilà. Ils se doutaient pas que je puisse m'évader, puis en même temps, je faisais ces balades, donc ils ont connecté un peu tous les trucs un peu comme ça. Et donc, je suis un infidèle, donc quelqu'un déjà à qui on ne fait pas confiance, mais en plus, l'infidèle a réussi à les tromper. Et ça, je crois que pour eux, c'est... voilà. Ça, à partir de là... donc, je suis un vrai infidèle. Il n'y a pas de faux infidèle, mais je suis réellement ce que je suis. Il faut d'autant plus se méfier de moi. Et il faut qu'on me passe l'envie de recommencer. Donc simulacre, voilà, finalement non. Par contre, simulacre, on le sait après. Hein. C'est pas quand on vous met le bandeau sur les yeux. En fait, c'est ça qu'on sent dans ton écriture. En fait, tu l'écris comme si tu le revivais ne part quelque pas. part. Ouais. Parce que je l'attends, mais il part pas. On te ramène au camp, bien sûr. Là, on va t'attacher. Enfin, donc la chaîne. Traitement d'après. Voilà. Là, je suis. Et tu deviens, et tu te rends compte, parce que tout au long des mois qui suivent, tu te rends compte que tu deviens l'otage qui a tenté de s'évader. C'est-à-dire qu'en fait, il y a chaque fois, on va faire passer le mot que tu as tenté de t'évader. Ouais. Moi, j'en doutais, en fait. C'est la question, ça m'a assez beaucoup, cette question-là. Je me disais, mais ok, tu as tenté de t'évader. En gros, peut-être que c'est la responsabilité des gens qui te gardent et qu'ils auront à cœur de ne pas le dire parce qu'ils pourraient se faire taper sur le doigt. Comment vous l'avez laissé partir en dormant? Et je me suis dit, bon, peut-être qu'ils vont pas le dire, ce qui va me permettre de retenter avec d'autres, puisqu'il y a un roulement de garde tous les 15 jours ou tous les mois. On va attendre les suivants, l'autre va certainement pas dire qu'il a fait une erreur, je retente la même chose. Eh ben non. Déjà, parce que quand je m'évade, je vous apprendrai après, par la radio, ça a été signalé à quasiment 50-60 km à la ronde, et tous les djihadistes étaient mobilisés, ils cherchaient, ils arrêtaient les camions, donc tout le monde le savait, et ça je le savais pas. Mais je me pose la question. Et puis après, quand j'ai tombé dans d'autres camps, et des gens vont bien me faire comprendre qu'ils savent, et qu'avec eux, ça peut pas se passer comme ça, qu'il faut que je fasse... voilà, que c'est surtout pas à refaire, sinon c'est la mort. Donc ils seront d'autant plus vigilants avec toi, évidemment. Ouais. J'ai une vraie mauvaise réputation. Voilà. Je suis vraiment considéré comme un rebelle. Un miscouille. T'arrives dans une grande prison, je disais tout à l'heure, que t'appelles la prison des sables. Si je me trompe pas, c'est le nom du chapitre. Et là, tu fais une rencontre incroyable. Parce que tout le long, jusque-là, on te lit et vraiment on partage ta solitude. Vraiment, on se dit, mais il est vraiment tout seul
c'est terrible. Et là, tu rencontres quelqu'un, on va en parler 2 minutes. Ouais, enfin. Quand même, enfin, quelqu'un qui parle anglais, avec qui tu vas pouvoir discuter, avec qui tu vas rester un peu plus d'1 an et demi. Voilà. Je vais faire toute la suite jusqu'à ma libération de ma captivité avec lui. Raconte-nous ce moment où tu le retrouves dans ce camp, la prison des Sables. Qu'est-ce que tu as ressenti? Et qui est-il et qu'est-ce que tu as ressenti? Déjà, tu ne le connais pas, d'ailleurs. C'est exactement le 2 août 2021. Je pense qu'on me transfère dans cette prison de Sable. Enfin, le désert est notre prison, mais là, pour le coup, on était avec d'autres prisonniers. On sentait que c'était vraiment une prison, là, pour le coup. Un site de forçat, quoi. Hein. Et donc, on m'amène là. On a roulé toute la journée. Le soir, on arrive dans ce camp où je vois qu'il y a d'autres prisonniers. J'entends les chaînes dans la nuit et tout. Et on me demande est-ce que je parle anglais? Et je suis étonné qu'on me demande ça. Je dis pourquoi? Il me dit parce que lui parle anglais. Et on me montre une couche. Alors, je me souviens qu'il était sur le sable. Il avait mis une sorte de couverture avec des plots de bois, mais pas plus haut que 1 mètre de haut, quoi. Et t'as une sorte de géant qui est glissé. Il doit faire 1m80 et 90 et plus. Reert Jacobus von Divater, donc citoyen sud-africain. Et il se lève, et je le reconnais pas, parce que je connais un peu les otages qui sont encore détenus, bien que la mémoire est un peu... On peut en citer quelques-uns, tu as quand même en tête ceux qui sont détenus ou ceux qui sont sortis d'ailleurs. Ouais, après je verrai Jeffrey Woodkey, je sortirai avec lui, il y a eu Julian Gergut, entre autres à ce moment-là, il y a l'Australien, j'ai plus le nom en tête, il y a l'Australien qui est encore là, et lui je le remets pas, je le connais pas du tout, je sais pas qui c'est. Et pour cause. Et donc lui, pour la petite histoire, ça fait un peu plus de 3 ans et demi, 4 ans qu'il est captif, pas que d'Al-Qaïda, mais il a été kidnappé en Libye en 2017, vendu 8 mois plus tard à Al-Qaïda, il a échoué au nord du Mali. Et c'est une rencontre saisissante, et en même temps, c'est un grand soulagement, parce que j'ai un compagnon d'infortune avec qui on va pouvoir réfléchir à deux, on va pouvoir se soutenir, même si on est très différents, et on va pouvoir faire face à deux, ouais. Alors, ce moment de cette rencontre, il y a 2 sentiments. Le premier sentiment, c'est je vais pouvoir, comme tu viens de le dire, enfin échanger avec quelqu'un, partager, réfléchir, etc. Puis un autre sentiment, c'est quand il te dit depuis combien de temps il est là. Ouais, alors ça fait peur. Ça le coupe. C'est un peu, on a l'impression que ça te coupe les jambes, quoi. Tu te dis, c'est pas possible. Parce que moi, je vis dans l'espoir que soit ça va pas durer longtemps parce qu'il y a mes prises de leur côté, soit je vais arriver à m'évader. Mais en tous les cas, il y a des portes. Je crée des portes de sortie, quoi. Et lui, je me rends compte que ça fait à peu près 4 ans qu'il est là. Il sait pas créer de porte de sortie. Il veut pas s'en créer non plus. Et il est résigné à son sort. Donc il y a son sort d'ailleurs, pardon Olivier, qu'on comprenne bien, son sort, il n'est pas résigné à mourir en fait, il est résigné au sort d'attendre qu'une situation, c'est ce qu'il me dira très clairement. Voilà. Il dit non, moi je suis prêt à attendre. J'ai dit mais si ça dure 8-10 ans, tu fais comment? Et si t'es mort, si tu non, bon, il était croyant par ailleurs, et puis je crois que c'était dans son tempérament. Chacun survit comme il peut. Moi, j'étais dans une sorte de rébellion perpétuelle parce que j'avais l'impression d'avoir été piégé, et puis parce que c'est peut-être aussi un peu mon tempérament. Je sais pas, j'ai pas. Lui, non. Mais il n'y a pas de bonne méthode. Lui, il avait fait. Il était à sa 4e année. Moi, j'étais un bleu. Ça faisait quoi? 5 mois, 6 mois? C'est intéressant ce que tu dis par rapport au tempérament. C'est qu'on se rend compte aussi, et ça, c'est très impressionnant, que tu les défies toujours. Tu prends pas un malin plaisir parce que voilà, mais c'est une manière pour toi de résister. Mais t'es insolent avec tes geôliers, t'hésites pas à être insolent, t'hésites pas à les rembarrer, t'hésites pas à leur répondre, t'hésites pas vraiment. Puis des fois ça les énerve. Ouais. Comment t'expliques ça? Je parlais tout à l'heure du contrôle. Il faut avoir des petites zones de contrôle. La marge, elle est très ténue quand on est captif. Avec le temps, plus on va avec le temps, plus on comprend qui nous garde, on comprend leur organisation, on comprend leurs points faibles aussi, etc. Donc il y avait une petite marge, et je crois qu'au bout d'un moment, j'arrive à me mouvoir dans cette petite marge. Et l'idée, c'était aussi de retourner la situation à être journaliste, donc pour pouvoir rester à flot, mais aussi ne pas se laisser... c'est un peu le contraire de ce que je décrivais avec Reert. C'est-à-dire, lui, il y avait une sorte de docilité comme ça, de résignation. Moi, c'était pas possible. Il fallait que j'existe et que je puisse reprendre sur des phrases, sur des attitudes, sur des réactions, sur le contrôle à un moment, un peu de pouvoir. J'en avais besoin. C'était salutaire pour moi. Puis il y avait encore une fois cette colère sourde. Je veux dire, puis on est gardé par des gens qui ont 10 ans, 20 ans de moins que moi. Et puis il y a un ras-le-bol de la situation, de la captivité. Enfin, il y a plein de facteurs qui font qu'au bout d'un moment...
Ouais, puis je voulais pas rentrer dans le phénomène de terreur, de machin. Puis il y a cette idée aussi que vous avez besoin de moi. Vous voulez quelque chose à travers moi. Donc, Ça en arrive, gros, ouais. je suis votre... tu veux des chameaux, tu sais que je vais, en me monnayant, tu vas avoir tes chameaux, en fait. Et voilà, c'est inverser le truc. Et pas les voir comme des dominants, etc., mais plus comme des gens qui ne peuvent pas faire autrement que de kidnapper des gens pour avoir de l'argent, les voir plus bas. D'ailleurs, tout à l'heure, la tentative d'évasion totale, le retour, là, il y a quelque chose qui se passe dans ta tête. Tu te dis, s'ils m'ont pas exécuté, c'est que quelque part, là, j'ai ils ont une vraiment validation voilà, ils ont que besoin. j'ai une valeur. Mais Que tu as une valeur, voilà. Mais elle est provisoire, cette validation, parce que ce qu'ils me disent, c'est ne retente pas ça ou on te tue cette fois-ci. Et bah, allez, c'est reparti. La machine à cogiter, elle repart. J'ai de la valeur. Moi, l'idée, c'est peut-on, en gros, hein, pour synthétiser, peut-on... est-ce que moi, je tuerais, si j'étais preneur d'otage, quelqu'un qui est censé potentiellement me ramener des millions si j'arrive à le négocier? Bah, la réponse que je me suis faite à moi, c'est non. Maintenant, je le fais pas une première fois, mais si cette personne-là le refait, il y va de l'autorité, de machin, enfin de beaucoup de choses, est-ce que je le fais? Et là, j'avais pas de réponse. Donc ça marche quand même. Je le referai pas. Même si j'en ai l'idée et j'essaie de le préparer, au final, la volonté, elle est plus là, quoi. Ça a marché, donc. Ça a marché, donc. Et alors, ce tempérament qu'on décrivait va jusqu'à remotiver Gert. Je l'appelle Gert parce que j'ai pas le bon accent, qui est un Sud-Africain, je rappelle. Et donc, tu arrives à lui mettre dans l'idée qu'on pourrait peut-être s'évader quand même. Ouais. Finalement. Donc, il y a encore cette obsession de l'évasion. Tu dis que ça a marqué quand même. Enfin, tu as basculé un peu en te posant des questions, mais quand même, tu essayes avec Gert d'élaborer finalement des choses. Moi, quand je rencontre Gert, je suis encore dans l'idée de m'évader et il représente. Enfin, on est différents. Lui, il sait lire bien, par exemple, l'heure en regardant la Lune. Il sait s'orienter avec la Lune. Il amène des choses que je ne sais pas faire. Et puis surtout, on est deux, quoi. Donc ça donne encore plus de force pour le faire. Et oui, je vais vraiment essayer de le convaincre, de l'influencer pour qu'il soit dans cette idée-là. Et il va l'être. Il va l'être un peu. Et c'est moi qui vais plus l'être, parce qu'il va se passer un événement, un moment qui va me mettre un coup dans le bide et je vais me dire, ok, c'est pas viable. Hein, raconte cet événement, justement. L'événement, c'est dans la deuxième prison en été, celle sous les arbres, il y a 2 Touaregs qui veulent s'évader. On apprend qu'ils veulent s'évader. Et on se voit bien partir avec eux. Ils nous faussent compagnie. Ils nous disent oui, mais un soir, sans nous le dire, ils partent eux-mêmes de leur côté. Et sont récupérés le lendemain matin à peu près à la même heure comme moi. Mais eux, ils parlaient la langue, ils connaissaient le coin, ils savaient où aller, ils pouvaient s'arrêter à un campement. Enfin, si eux n'ont pas réussi, il est impossible que moi je réussisse. Et ça va être la fin du chapitre évasion, on va dire. Oui, alors la constatation que c'est impossible. Enfin, pour le moment. Ou alors, il faut que je connaisse, il faut que je sois prisonnier encore longtemps, peut-être 1-2 ans plus, et vraiment tout bien connaître, tout bien préparer. Et là, peut-être que je retenterai, mais sur le coup, je me dis que c'est pas possible. On est passé un peu vite, mais dans cette grande prison, comme tu disais tout à l'heure, assez rapidement, il y avait d'autres prisonniers que tu apprends d'ailleurs en te mettant encore une fois dans la peau du journaliste, que tu finis quasiment à savoir qui ils sont assez précisément, pourquoi ils étaient là. Donc on apprend qu'il y a des Touaregs qui faisaient partie. Il y a même un prisonnier de l'État islamique. Nous a-t-on dit ça t'a paru, il y avait des rumeurs, des rumeurs, etc. Et donc effectivement, tu te dis quand même, ces 2 personnes qui connaissent le désert, qui sont de la région, qui ont des contacts dans les villes les plus proches. Ça, c'est eux qui nous apprendront qu'on était à 90 km au sud-ouest de Tinzaouaten. Donc ils savaient où était Tinzaouaten, ils avaient énormément d'informations, ces gens-là. Ils connaissaient le coin. Donc là, c'est l'espoir, parce que tu te dis, on peut partir avec eux, ils vont nous guider. Et comme tu dis, ils vous faussent compagnie, ils partent de leur côté. C'est là, donc, ce que tu disais, ils reviennent et là, tu te dis, c'est pas possible, s'ils n'y arrivent pas, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Donc là, tu te résous à attendre, voilà. Alors, il y a évidemment, on peut pas ne pas le mentionner, ta famille, tu y penses tout le temps. D'ailleurs, une des tentatives d'évasion est liée à l'anniversaire de ta fille. Tu te dis, je serai là pour son anniversaire. Tu reçois de temps en temps des lettres. C'est très émouvant quand tu les reçois. Comme ça, on imagine que tu es dans ce désert et puis d'un seul coup, il y a une lettre de ta femme et de tes enfants qui arrivent. Il y a la radio. La radio, tu l'as pas avec le monde. Voilà, tu l'as pas tout de suite quand tu es enlevé, ça prend un peu de temps, mais après c'est vraiment le lien avec le monde, ça rythme ta journée. Et il y a ces messages à la radio de ton père. Chaque du mois, ma sœur, ma mère, mon ex-compagne, mes enfants.
Et il y a ce mélange de joie quand tu les entends, quand tu lis ces lettres, et puis aussi en même temps un peu d'abattement. C'est-à-dire que quelque part, c'est hyper émouvant à chaque fois. Bah, c'est formidable de pouvoir les entendre, formidable d'avoir aussi des informations sur ce qui se passe un peu de l'autre côté, dans l'autre monde, hein, quasiment. Et puis ça me donne une force, moi c'est des points de rechargement ponctuels, mensuels, qui deviennent nécessaires. J'en suis même accro et j'en ai peur au bout d'un moment, parce que j'ai peur que les djihadistes comprennent l'importance que ça a pour moi et qu'ils puissent tirer sur cette ficelle-là sensible en me privant de la radio ou quoi, et qu'ils puissent me casser. On tient sur le mental, hein, et je me rends compte que c'est très très bien, c'est formidable, mais en même temps ça m'affaiblit, enfin, ça peut m'affaiblir, ça peut me rendre faible si on m'enlève ça. Et j'en parle, je crois, dans le bouquin. D'ailleurs, il y a un moment où je vais me faire violence pour ne pas, parce que je sens quand je suis avec quelqu'un qui m'aime pas du tout, avec qui j'ai eu beaucoup de problèmes, et je me dis, mais j'ai envie d'écouter ces messages, c'est le jour où ça doit arriver, et je me dis, je les écoute pas, il faut pas, je fais rien. Oui, tu dis à un moment donné, je veux pas leur laisser le plaisir de m'empêcher, voilà. Alors que j'ai l'espoir d'écouter. Donc je m'empêche, voilà. c'est une violence, mais je m'empêche. Il y a toujours on est toujours dans ce jeu quelque part de pas trop en montrer, de manipuler un peu, c'est de la vitrine, quoi, hein, qu'on a plus ou moins de facilité à tenir en fonction des jours, des situations, mais il y a une vraie vitrine. Enfin, en tout cas, chez moi, il y avait une vraie vitrine par rapport à eux, ne pas montrer que cette situation me bouffe, que j'ai peur, ou que je me laisse abattre. C'est ça. Il y a une autre question que je me suis posée tout le long du livre. En fait, tu écris. Et alors là, je me dis, mais comment il fait? Alors, il y a un moment donné très précis, on te tend un stylo, un carnet, donc là, pour toi, c'est vraiment extraordinaire, parce que tu peux réécrire. Mais on comprend aussi que tu écris sur tout ce que tu peux trouver, un bout de carton, et surtout, tu caches tout. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu ce que tu as mis en place pour pouvoir conserver toutes ces notes. Et la question aussi derrière, c'est est-ce que tu as réussi à ramener toutes tes notes? Alors, les djihadistes n'aiment pas qu'on écrive. Moi, je suis journaliste. Ils veulent surtout pas que j'écrive. Ils vont même passer des directives au début pour dire aux gens qui sont avec moi et qui peuvent parler français de ne pas répondre à mes questions, parce que je pose beaucoup de questions. Et au bout d'un moment, toutes ces informations, évidemment, il faut les écrire. Je vais tout oublier. J'ai à cœur d'écrire. Il y a un djihadiste, un des chefs de groupe avec qui j'ai passé 15 jours, qui, lui, pour avoir parlé avec lui, il parle français, il comprend que je m'intéresse à eux, que je veux essayer de comprendre. Il est un peu dans cette idée-là. Il trouve quelque part que le JNIM, le GSIM, le groupe de soutien à l'islamo-musulman, ne communique pas assez. J'essaie de pousser en disant, regarde les talibans, par exemple, on a énormément de documents sur eux, ils acceptent des interviews, il y a même un bureau, on peut demander des autorisations. Vous, que dalle. Et en même temps, quand on vous traite de terroriste, vous poussez des cris d'orfraie, etc. Donc il y a un truc qui ne va pas. Et il comprend ça. Donc lui, il va me donner ce bloc et va me donner ce stylo. Et du moment où je serai avec lui, j'aurai l'autorisation d'écrire et j'écris ouvertement. Mais d'ailleurs, tu vas l'interviewer, hein, c'est la personne. 2 fois, voilà. Ouais, 2 fois. Et par contre, après, c'est plus le cas. On me signale bien que voilà, il faut pas écrire, et je fais ça en secret. Donc, on me donne pas de papier. J'ai gardé un stylo que j'ai planqué, et tout est bon, tout support. Alors, c'est les boîtes de lait qu'on peut avoir, des emballages. Tout est bon pour concilier ce que j'apprends comme information, ce que je vis. Je chronique un peu aussi ma vie en captivité. Et je planquais ça. Alors, au départ, je planquais ça dans ma poche. On a des boubous, mais plus j'écris, plus la poche devient grande. Et à un moment, un des djihadistes me dira, mais qu'est-ce que tu as dans ta poche là? Et je lui donne un bel amas de papier et je lui dis, c'est des recettes. Puis moi, j'avais prévu le coup si je me faisais avoir. Donc, j'avais intercalé sur le dessus, parce que je savais qu'il ne parlait pas français, des sortes de recettes, des listes, des choses comme ça. Donc, ils voient des trucs qui sont écrits en liste. Ils ne savent pas lire, mais bon, ok. Et ils me repassent le truc. Et moi, je planquais ça après, parce que je me suis dit que la poste, c'était pas viable. Mais il fallait que ce soit quelque chose qui soit proche de moi. Je m'étais fait un oreiller avec de la feutrine. Je sais plus, je crois qu'on avait un chèche qu'on avait mis autour. Et donc, je le planquais à l'intérieur. Et tu as réussi à garder tes notes jusqu'au bout? Ouais, je les ai perdues 2 fois. Miraculeusement retrouvées. Enfin, c'est dingue, elles ont été inondées, elles ont été sous la pluie des tas de fois. Il y a la saison des pluies dans le désert. Et je vais pouvoir sortir avec de façon un peu rocambolesque, mais j'ai passé les 2 derniers jours de profil, parce que je les mettais dans mon boubou. Et les gens, je voulais pas qu'ils voient une poche comme ça, quoi. Excuse-moi. Je voulais pas qu'ils voient une poche comme ça, quoi. Donc j'étais de profil tout le temps. Je parlais aux gens de profil. Je me déplaçais en crabe. Et j'ai pu sortir avec, quoi.
Et du coup, ces feuilles, ce crayon, l'idée des journalistes, de recueillir. Alors, je passe assez vite, mais tu recueilles le maximum d'informations sur l'organisation pour comprendre comment ils fonctionnent, etc. Et puis, quand même, à un moment donné, il y a cette histoire de foi. Tu as envie d'en savoir un peu plus. Et donc, juste avant l'émission, on en parlait tous les deux. À un moment donné, tu reçois un Coran, pardon, j'allais dire une Bible, un Coran, et c'est le premier livre que tu as, parce que du coup, t'as pas le droit au livre, et tu commences à lire le Coran. Et tu t'es plongé dedans en te disant, il faut que je comprenne ce qui les motive finalement, que je comprenne un peu, parce que comme tu dis, c'est un peu leur feuille de route, ou leur cahier des charges, ou quelque chose comme ça. Alors ma première question, on va revenir un peu sur ce que tu apprends, mais ma première question que je t'ai posée hors antenne, et je te la repose tout de suite, c'est pourquoi tu n'as pas lu le Coran avant, alors que justement ça fait des années que tu t'intéresses à ces groupes armés? J'ai pas eu j'ai pas été poussé, j'ai pas eu le désir de le lire parce que j'ai pas été poussé là-bas. Il fallait que je les comprenne, et puis ça arrive après la période des évasions. J'ai plus de porte de sortie, et le Coran, je me dis, si je les comprends, ça va peut-être m'aider pour des tentatives futures, et puis je vais pouvoir, et puis c'est aussi argumenter, je vais pouvoir mieux comprendre et répondre, parce que quand ils déballent leurs trucs, je connais pas les textes, je peux rien dire, et je vais pouvoir les mettre à la question. Puis il y a aussi cette idée du journaliste, c'est-à-dire essayer de connaître pour pouvoir justement avoir des arguments plus outillés, plus solides. Avant, non, je chroniquais en fait les événements, les situations, les attaques, les victimes, sans essayer en fait de les comprendre quelque part profondément, quoi. Je trouve ça très intéressant dans notre métier finalement, de se dire que pendant plusieurs années, tu as chroniqué, tu as finalement de manière très factuelle, comme tu disais tout à l'heure, les morts, les attaques, les lieux géographiques, les différents groupes. Les victimes, le retour des victimes, ce qu'elles en disent, ce que les gouvernements ont fait ou n'a pas fait. On fait beaucoup de choses périphériques, en fait, mais le cœur du truc... Et sans avoir creusé, finalement, le cœur du truc. J'avais en gros la connaissance, les a priori généraux. Les fous de Dieu, ils tuent au nom de Dieu, et ils font ça. Alors, qu'est-ce que tu découvres en lisant le Coran? Au début, c'est une première partie du Coran. Enfin, c'est quelques parties. C'est pas le Coran entier. Voilà, j'ai que la première partie, parce que la première édition était en 2 parties, et puis après, j'aurai le Coran en entier. Au début, je suis un peu choqué. Je suis un peu choqué de ce que je lis. Il y a certaines sourates qui me choquent vraiment. Une sourate quand même qui dit, au bout d'un moment où le prophète appelle à trouver les infidèles, à les traquer, à les tuer. Et puis on sent qu'il y a une évolution, parce qu'il ne dit pas ça avant. Enfin bon, sur les femmes notamment. Tout ce qui peut choquer un occidental me choque à ce moment-là. Deuxième lecture, j'ai l'impression de comprendre un peu plus. Troisième lecture, alors il y a des choses que je retiens, mais c'est marrant, c'est comme si à chaque lecture c'était un peu plus adouci. C'est la sensation que j'ai en le lisant. Mais ça me permet surtout de provoquer les débats et la discussion avec eux. Parce que je retire certaines choses qui sont pour moi un peu bizarres, et dont je sais, pour l'avoir lu, qu'il n'y a pas vraiment de réponse, et je les confronte à ça pour savoir ce qu'ils vont dire. Alors, le paradis notamment, c'est quand même une vision assez masculine du paradis, qui est vraiment décrite pour, je dirais, des guerriers qui étaient sur le chemin d'Allah, qui peuvent maintenant se mettre dans des sortes de lits où on viendra leur porter des boissons. Ce seront des femmes avec des regards chastes et des longs cheveux qui viennent. Mais les quid des femmes, quoi, aujourd'hui, les femmes sont incluses là-dedans. Elles sont donc à côté de ces fameux combattants. Elles ont leur propre partie, avec des sortes d'hommes qui font la même chose, qui viennent leur apporter. Est-ce qu'on est marié toujours quand on est là-bas? J'ai des tas de choses comme ça. La musique aussi, je n'ai pas vu d'interdiction sur la musique particulière dans le Coran. Et j'essaie de relever ça. Il est un peu encore revanchard. C'est encore un peu revanchard, cette lecture du Coran. C'est l'idée de trouver des arguments, les confronter à ça et voir ce qu'ils vont répondre. Sur des angles faibles dont je sais qu'ils vont avoir des difficultés à répondre. Et on est encore, j'imagine, parce que je manque de recul par rapport à ça, mais dans le contrôle, l'idée de pouvoir exister en étant un peu, en contrant un peu. Alors, il y a quand même, alors c'est pas très présent, moi je trouve, dans ton récit. Il y a l'idée qu'éventuellement tu pourrais te convertir. Mais du coup, moi je trouve dans ton récit, c'est pas très présent. Ça revient de temps en temps. C'est le dernier filet. Ouais. C'est le dernier filet, parce que j'ai raté les évasions.
J'essaie de penser au maximum de ce que je pourrais faire. Puis il y a cette phrase qui revient, qui est quand même un peu là tout le temps, que m'avait dit un des chefs djihadistes qui était là. Il m'a dit, tu sais, nous, on tue pas les musulmans, convertis-toi. On tue pas les musulmans, tu te convertis, tu seras libre. Ou si tu te convertis, tu seras l'égal de nous. On donnera une tente, on te donnera une kalachnikov, 2-3 chèvres. Et je me suis dit, si je dois survivre à la dernière limite que je pourrais faire, c'est ça. Je me convertis dans l'idée de m'évader. Je serai peut-être pris, mais ça annulera ce qu'ils m'ont dit. Ils pourront pas me tuer. Donc c'est le filet de sécurité pour une évasion, une ultime évasion possible quelques années plus tard, quand je pourrai plus supporter tout ça. Ça, c'est toi, de ton côté. Moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que j'ai pas l'impression qu'ils ont insisté beaucoup, ou alors tu le mets pas dans ton récit. J'ai pas l'impression que chaque jour ils viennent te voir en te demandant de te convertir. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire? La première fois qu'on me donne le Coran, c'est quelqu'un qui vient, je crois que c'était un cadi, j'apprendrai après que c'est une éminence, quelqu'un qui a une vraie connaissance, une vraie culture du Coran, et qui me dit, toi, je vais te convertir. C'est son but, il me l'amène pour ça. Et il est sûr d'y arriver. Alors, c'est intéressant ta question, parce que moi, je me trouve en lisant le Coran, ça déclenche une sorte de fébrilité chez moi. Parce qu'on a beaucoup parlé ici du phénomène de radicalisation. Il y a un truc un peu irrationnel et magique qui se passe, les gens basculent, et puis de ce qu'ils étaient deviennent des fous de Dieu, et tout, etc. Je me dis, mais est-ce que ça va marcher sur moi, quoi? Et en même temps, j'ai l'impression d'être un peu mon propre cobaye. Mais en même temps, eux ont à cœur, évidemment, que je me convertisse. Je ne pense pas avoir été forcé, mais il y a un travail comme ça de SAP qui est fait régulièrement. Regarde telle vidéo, lis, on a des discussions très longues et tout, etc. Mais au final, ils ne peuvent pas, quelque part, te forcer à devenir musulman. Tu ne peux pas rentrer forcé dans cette foi en Dieu. Il faut que tu fasses ce pas. Ça vient de toi quand même. Je pense que c'est intéressant de le signaler, parce que je pense qu'on pense aussi beaucoup le contraire. Et ils doivent t'amener, ils doivent te convaincre, ils peuvent t'influencer, mais ils ne peuvent pas te forcer. D'ailleurs, il y a une question, mais plus largement, il y a une question très précise de la belle Hélène66 qui dit: est-ce que Olivier a été baptisé petit, mais plus globalement, est-ce que tu étais quelqu'un de croyant? Non, j'étais d'abord athée, ensuite agnostique. Au moment où je suis kidnappé, je suis agnostique. J'avais lu aucun texte. Le premier texte religieux que j'ai lu, c'est le Coran, qui m'a d'ailleurs donné envie de lire les autres. Et ouais. Cette lecture, ce rapport à la foi, le fait que tu ne perds pas, bon, on se dit, des fois quand je lisais le livre, finalement je me suis dit, il avait encore plus la foi en le journalisme, en son métier. Tu l'as dit tout à l'heure, mais c'était il y a déjà un petit moment, tu as fait une demande d'interview assez vite pour interviewer un autre chef djihadiste, et finalement il va se passer, alors là évidemment on arrive un peu sur la fin, mais et ça va rejoindre ce qu'on disait par rapport à la conversion. Tu vas te retrouver finalement avec une demande d'interview qui aboutit, mais pas la personne que tu visais, hein, si je me trompe pas. C'est un peu plus compliqué que ça. Je fais trop simple. Non, mais je vais expliquer. Il faut donc s'occuper. Il faut se donner des challenges et des défis, des choses insurmontables pour que ça... voilà, on ait l'obsession de les atteindre, d'y arriver. Donc une interview d'un chef de zone pour laquelle je me suis fait kidnapper, je me dis ok, je veux interviewer maintenant le chef suprême. C'est impossible, mais je le fais, et comme j'ai le temps devant moi, si la vie est là jusqu'au bout, bah voilà, ça va être mon travail de SAP, ça va être mon truc. Et je reste dans cette idée-là. Et au départ, chef suprême qui est Yad Aghali, le chef de l'organisation. Et je pose la question, je reviens à la charge pour ça. Et la chose qu'on me dit justement, mais ça ne marchera pas parce que tu n'es pas musulman. Il n'acceptera pas de répondre à un koufar comme toi. Donc ce n'est pas possible. Un koufar qui est un infidèle. Alors moi je comprends pas, je leur dis mais écoutez, je suis journaliste, je sais pas si je sais pas, j'interviewe quelqu'un qui est gay, je sais pas parce que je suis gay ou j'ai pas le devenir pour l'interviewer, c'est n'importe quoi. Il doit pouvoir parler à n'importe qui, mais ça c'est pas recevable chez eux. Et donc, il va y avoir un travail comme ça. J'ai retourné. Et à un moment, je refais ma demande. On est en novembre 2022. Et ça amène une réponse. Au départ, je ne sais pas que c'est le Yad Aghali qui répond. Je pensais que c'était un des chefs de zone. Et cette réponse dit en substance qu'ils sont engagés dans des discussions avec l'État français. Et que si ces discussions marchent, et que si ça mène à une libération...
La phrase c'était « Ils accepteront de répondre positivement à ma demande de communication ». C'est comme ça que c'est dit. D'ailleurs, il écrit belle écriture et un français qui est quand même bien contrôlé. Et au départ, je ne sais pas si c'est vraiment lui. Après, je comprends que ça va être lui. Donc là, il y a quelque chose qui est imminent, il y a quelque chose qui est possible. Ça va m'être confirmé quand j'ai rencontré le numéro 2 de l'organisation, Sedan Agita, parce que j'aurais à cœur à savoir est-ce que ça vient de lui, est-ce que ça veut dire que oui. Et à partir de là, c'est open. On est en 2022, on est en mars. Ça peut se faire. Et là, je leur dis, écoutez, moi j'ai besoin d'un stylo, d'un crayon, il faut que je puisse écrire et que je puisse penser à mes questions. Et ça va être une autre obsession et qui va me permettre, encore une fois, de traverser cette situation de captivité. Parce que c'est que ça, au fond. Ça va mettre du temps, quand même, à aboutir. Ouais. Et ça n'aboutira pas, au final, dépendant d'une question. C'est pour ça que je le connecte. Quelques jours avant, une quinzaine de jours avant ma libération, quand on vient m'apprendre ma libération, on me fait écouter un audio où on me dit tu vas être libéré, et la question tout de suite après c'est est-ce que maintenant avec tout ce qu'ils ont fait comme boulot pour venir me voir et pour me convertir, est-ce que tu vas rentrer en islam, est-ce que tu es prêt à rentrer en islam? Et je dis non, pas encore, on verra. Tu dis quelque chose, tu dis j'ai lu le Coran mais j'ai encore beaucoup de questions. Voilà, parce que la question ça me permettait de reculer le temps en fait. C'est ça, hein. L'idée c'était pas de se convertir, c'est de susciter de l'intérêt, de créer de la conversation et donc de pouvoir, c'est ça l'idée. Pas de se convertir. Il fallait donc avoir des questions pour repousser l'échéance. Et là, il y a une déception chez eux. Je le lis, mais je le note pas. Et l'interview ne va pas se faire. Ils auront quand même à cœur de répondre à mes questions en m'envoyant le numéro 2, qui lui répondra à mes questions. C'est Sedan Agita. C'est Sedan Agita, mais je pense que ça ne s'est pas fait parce que je n'étais pas converti. Et donc, ça a vraiment joué. C'est-à-dire que le chef a préféré ne pas répondre aux questions de quelqu'un qui n'est pas converti, qui n'est pas musulman. D'ailleurs, la première question de ton interlocuteur, qui est donc quand même le numéro 2 de l'organisation, c'est quand même pas rien. La première question qu'il te pose, c'est est-ce que tu es prêt à te convertir? Ouais, c'est non. Enfin, non. La réponse sera... Mais non, même journalistiquement, c'est quand même discutable. Voilà. Qu'est-ce qu'on aurait pensé, même si cette interview n'a pas été publiée, qu'est-ce qu'on aurait pensé d'un journaliste qui a été kidnappé, qui s'est converti à l'islam et qui interviewe le numéro 2 d'une organisation d'Al-Qaïda? Donc là, c'est l'éthique journalistique qui revient, qui est là, qui est toujours présente. Déjà, il n'y a pas une volonté de se convertir déjà au départ, mais c'est totalement discutable après, quand revenir avec une... Enfin, ça n'a pas de... Tu te dis, elle ne sera pas valable, elle ne sera pas recevable. Ça n'a pas d'intérêt. C'est partisan, enfin, ce serait pas du tout... Alors effectivement, tu l'as dit, cette interview, finalement, tu ne la publies pas. Enfin, dans le livre, ni après quand tu sors. Non, très peu. Voilà. Tu le rencontres à quelle période, pour juste resituer, parce que je rappelle, tu as été enlevé en avril 2021 et tu as été libéré en mars 2023. 11 février 2023 pour le numéro 2. La première fois, 11 février 2023 et 4 jours avant ma libération. Tu l'as rencontré 2 fois? 2 fois. 2 fois. 3 fois, dit-il, mais j'étais pas au courant qu'il était là pendant ma captivité. Comment se passe l'interview? Qu'est-ce que tu apprends? Est-ce que tu es déçu? Est-ce que quelque part c'est une satisfaction? C'est finalement un point de... Tu t'es dit, j'ai atteint mon objectif? Alors, j'ai pas atteint mon objectif parce que j'ai pas parlé au chef. Je me contenterai très très bien. Quand je dis objectif, je repense à l'objectif du 8 avril 2021. Alors, il y a 2 choses. Non seulement le chef n'est pas là, mais Sedan Agita, le numéro 2, lui répondra à mes questions, mais il n'est pas seul. Il est avec Abdoulaye Agalbakaï, le chef de zone pour lequel j'ai été kidnappé, d'Al-Qaïda pour lequel j'ai été kidnappé. Et je comprends à ce moment-là qu'ils ont à cœur de, quelque part, me démontrer leur bonne foi, quoi. Me démontrer que le coup vient pas de chez eux. Évidemment que j'étais une cible d'opportunité, mais que j'étais pris dans un autre truc et que c'est pas eux qui m'ont écrit, la lettre d'invitation ne vient pas d'eux et qu'ils ne savaient même pas que je voulais les interviewer. Donc en gros, que je ne parlais pas aux bonnes personnes et que le problème viendrait de mon fixeur ou d'un intermédiaire entre mon fixeur et d'autres personnes. Bon. Donc ça c'est la première constatation, le premier choc. Après j'avais une batterie de questions qui était là pour enrober les questions principales. Et les questions principales, c'était, en gros, que s'est-il passé dans l'affaire Ghislaine Dupont-Claude Verlon? Pourquoi les avoir kidnappés? Pourquoi les avoir tués? Dans quelles conditions ont-ils été tués? C'était faire la lumière là-dessus. Et très rapidement, Sedan Agita va me dire, écoute, ces questions-là, on n'y répond pas. On ne veut pas y répondre, on n'y répond pas.
Pourtant, tu disais tout à l'heure que parmi eux, c'est un secret de Polichinelle. Enfin, Oui, mais c'est ça que j'ai pas compris. C'est pour ça, ce que j'ai lu, mais c'est bizarre. Tout le monde en parle chez vous et tout, et on dirait qu'au moment où vous pouvez faire la lumière, ce qui pourrait vous arranger limite, parce que ce que vous dites en gros, c'est que c'est pas tellement votre faute. Il y aurait eu une intervention française et à cause de ça, vous avez dû faites l'éclat, donnez au moins votre version. Et je vois qu'ils veulent pas vraiment la donner, ça, je me l'explique pas. Je vais revenir, j'ai un peu être provoquant en étant un peu aux alentours, en parlant, en prêchant le faux pour avoir le vrai, ou en donnant des versions qui je sais inexactes et qui peuvent un peu les remonter. Ah bah non, pas du tout. Et puis, mais tout ça se fait en off alors pour expliquer les conditions de l'interview, il parle pas. Sedna Nagita parle français, mais il parle pas très bien français non plus. Il est pas sûr en français. Donc l'idée c'était que je lui pose les questions, qu'il les traduise à Agalbaka en arabe, qu'il les écrivait, qu'il se retire. C'est là où je pense qu'ils ont répondu aux questions, peut-être en conjonction avec leur chef, je ne sais pas du tout, et qu'ils reviennent le lendemain matin et qu'ils me donnent les questions, donc avec les questions avec les réponses sur une carte SD. Et moi, ça m'embêtait un coup parce que ça permet pas de rebondir, ça permet rien. Il fallait que je trouve un subterfuge pour avoir une interview un tant soit peu correcte. Donc je lui dis, ce qu'on fait, c'est qu'on parle des questions, ce qui permet de générer pas mal de off. Et donc, dans ces questions, dans ce off, où on parle je sais pas, une quinzaine de questions, ils me répondent. Et moi, tout de suite après, dès qu'ils sont partis, je note ce qu'ils m'ont dit, sachant que ce qu'il y aura dans le document, il y aura moins d'informations. Et l'un dans l'autre, j'arriverai à faire quelque chose. C'est comme ça que ça s'est passé. Et le lendemain, quand ils sont venus m'amener les questions, j'ai vérifié avec eux, en leur disant, écoutez, en plus elles étaient en arabe, les réponses. Je leur ai dit, écoutez, on va vérifier que vous me dites bien ça. Dites-moi ce que vous répondez, comme ça au moins. Et puis si jamais je perds la carte, j'avais des inquiétudes par rapport à ça. Mais tu n'obtiens pas vraiment ce que tu voulais finalement. Non, il y a des choses intéressantes évidemment, mais non, c'est pas ce que j'espérais. J'avais des questions précises. On va dire, bonne partie de ces questions sont passées à la poubelle. Ils voulaient pas y répondre. Donc on a quand même quelques réponses, mais qui restent... Ouais, on a quand même quelques réponses, mais pas ce que j'espérais. Peu de temps après, tu es libéré. Ouais. Comment s'est passée cette libération, ou surtout, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Une immense joie. On a beaucoup parlé. Oui, voilà, on a beaucoup parlé de ce que tu ressentais sur cette captivité. C'est l'espoir avant, et puis c'est une concrétisation après. Je sais que je vais revoir ma famille, je vais revoir mes enfants. Je vais vivre la liberté, vivre dans un vrai lit, quitter ces conditions de vie. Enfin, c'est la fin, quoi. C'est la fin d'une longue séquence. Et en même temps, une peur. Il y a énormément de peur parce que j'ai appris à m'enraciner quand même dans cette réalité, dans cette captivité. Et il y a le retour, quoi. J'ai l'impression de passer du silence au bruit, et il y a une sorte d'appréhension. Justement, ça tombe très bien. Tu as une appréhension, et il y a une question que j'avais vue passer tout à l'heure. Merci de l'avoir remise dans le fil. Je ne sais pas si tu peux la lire. Sur la vie après. Sur la vie après, comment avez-vous calmé en vous la survigilance développée durant votre détention, qui a dû vous submerger de signaux, d'infos dans le monde déjà connu dans lequel vous êtes de retour? C'est une excellente question. Ça met du temps. C'est comme un moteur qui s'est emballé et qui va mettre du temps à se refroidir. Évidemment, c'est brutal, donc on passe pas de l'un à l'autre comme ça. Il y a une sorte d'euphorie, on est sur l'adrénaline, évidemment, parce qu'on est libre et qu'on revoit les siens et tout, etc. Et puis vous avez une sorte de contre-coup qui arrive quelques mois après, et vous dégustez à ce moment-là, mais ça a mis du temps, j'ai été suivi psychologiquement, et on continue toujours à le faire, parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont plus ou moins digérées, d'autres moins, et il faut en parler, il faut revenir dessus. Sur les conditions de ton enlèvement, est-ce que c'est quelque chose qui a continué à te travailler? Première question. Et j'apporte un élément juste pour les oppostiens et postiennes. Il y avait des journalistes qui enquêtaient pendant que tu étais en captivité pour comprendre, et notamment qui enquêtaient sur est-ce que l'armée française était au courant de ce qui s'est passé, donc Le Monde, je crois, etc. Mais ils n'ont jamais rien sorti tant que tu étais en captivité. Ouais. Quand tu es sorti, ces enquêtes sont sorties. Quelle a été ta réaction? Parce qu'on sent qu'il y a quand même, pas un rôle, mais en tout cas, que l'armée française n'est pas complètement blanche dans cette histoire. C'est quelque chose qui t'a... Est-ce que, t'as été choqué? Ah bah oui. Et voilà. Ouais. Et deux, t'as dû repenser aussi à ton fixeur, évidemment, puisque au cœur de ça, il y a ton fixeur. C'est les pièces du puzzle. Enfin, en gros, ils ont... teaser un petit peu ça pendant la captivité, et puis ils ont semé le doute dans mon esprit. Je parlais d'une validation quand le numéro 2 me dira aura à cœur de montrer que, en gros, ils n'ont jamais
délivrer de lettres d'invitation. Et puis, il y a évidemment le coup d'enclume avec, quand je sors, cette série de... D'abord, c'est d'anciens collègues à moi, c'est des gens qui étaient au Mali, des gens que je connais, qui ont enquêté là-dessus, donc je les vois avant et ils m'en parlent assez rapidement. Donc là, c'est le coup d'enclume. Évidemment, je ne m'attendais pas à tout ça et je découvre en même temps qu'eux. Et évidemment que j'ai très vite envie de savoir, quoi. Et juste en 2 mots, du coup, parce qu'on n'a pas précisé le contenu de ces enquêtes, mais en gros, ton fixeur faisait du renseignement ? Voilà, il ne parlait pas qu'à moi. Moi, j'ai peut-être aussi la naïveté de penser qu'il me renseignait que moi. Il renseignait aussi une cellule de renseignement de l'armée sur le même personnage, parce que l'armée ou cette cellule de l'armée ciblait ce personnage. Essayer d'avoir des informations sur lui, de le suivre et certainement, je ne sais pas, de le neutraliser ou de l'appréhender en tout cas. Et il y a une sorte de... je suis arrivé dans un jeu construit quelque part. Moi, je voulais l'interviewer. On avait des militaires français. La force Barkhane était là pour lutter contre les terroristes, qui aussi ciblaient cette personne. Donc il y a une sorte de croisement, quoi. On s'est rejoint, ou plutôt moi j'ai rejoint quelque chose qui était déjà en place depuis un moment. L'objectif des Français, je vais résumer, mais c'était finalement de se servir de toi pour comment dire, localiser, c'est ça ? C'est toute la question, j'en sais rien. C'est en tout cas ce que dit la série d'articles que j'ai pu lire. Non, c'est quelque chose que j'ai pas établi, c'est que j'ai pas encore vraiment fouillé cette chose-là, mais c'est ce qui est en tout cas suggéré dans les articles, les différents médias qui ont couvert cette affaire. Tu as avancé ensuite sur cette piste ? Non, parce que quand vous sortez de captivité, vous avez à cœur de retrouver les vôtres, vous réinsérer dans la vie, et puis de mettre derrière soi ça, quoi, d'abord. Ça revient plus tard, quand j'ai commencé à écrire le livre. Évidemment que je me pose la question par rapport à ça, mais je manque totalement d'éléments. Et puis il y a tant à dire sur la captivité, d'abord, qui est quelque chose que j'ai vécu, que je connais. Ça ne veut pas dire que cette partie-là ne m'intéresse pas, mais j'ai pas plus d'éléments. Par contre, celle-là, il fallait déjà que je la raconte, il fallait que je la sorte pour moi, pour ma famille, et puis pour les gens que ça intéresse. Alors, pour terminer ce super entretien, merci Olivier. Justement, ce livre, je le montre une nouvelle fois. Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda. Je ne veux pas me tromper, chez Michel Lafon. Pas confondre les 2 éditeurs. Ce livre, est-ce que tu as eu l'idée tout de suite de l'écrire ? Est-ce que c'était où il a fallu du temps pour que tu t'y mettes ? Ou est-ce que c'était déjà un objectif ? C'était quelque chose de... Je pense qu'on t'a posé 1000 fois la question, mais je la repose, c'est pas grave. Non, moi je ressors de la captivité avec des notes que je touche pas. Donc je sors en mars 2023. Je commence vraiment à pouvoir reconsulter ces notes au début de l'année 2022. Pardon Olivier, donc les notes sur les bouts de carton, c'est ça. Tu gardes ça tel quel ? Le livre en est nourri, clairement. J'en mets d'ailleurs quelques-unes dedans. Et ça coïncidait avec l'appel de la maison d'édition Michel Lafon, Elsa Lafon, qui était désireuse de me voir écrire le récit de cette captivité. Et moi, j'avais ça, je ne savais pas quoi en faire. Est-ce que j'en faisais des articles ? Est-ce que j'allais disséminer ces informations petit à petit dans des articles ? Est-ce que j'en faisais un livre ? Tout journaliste a envie d'écrire un livre. Et puis, il y avait aussi le fait que j'en avais pas vraiment parlé à ma famille. Enfin, j'avais eu la pudeur de ne pas trop demander non plus. Alors, évidemment qu'on parle de 2-3 trucs, mais j'étais incapable de répondre. Et c'est un peu ce que font les gens, c'est-à-dire de répondre à la question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était comment ? C'est comme si vous deviez entamer une grande dissertation. Et ça, j'en suis incapable. Répondre à des questions ponctuelles sur un truc et on livre une réponse comme ça va. Et donc, il n'y avait rien, en fait. J'avais rien dit. Et là, c'était l'occasion de tout mettre. On confie et sachant ça après, ils peuvent revenir et on peut en discuter. Donc, ça rejoignait pas mal de choses. Donc, au début de l'année, c'est comme ça que l'idée du livre, c'est la jeunesse du livre. Alors, pour terminer, juste, on va prendre quelques... Alors bon, il y a une question, mais du coup, tu en as parlé assez vite. C'est Claude Papy qui dit quel a été son suivi psychologique après sa captivité. Donc, tu l'as dit, tu as été suivi. Je suis suivi toujours. Tu es toujours d'ailleurs suivi psychologiquement, parce qu'on n'en sort évidemment pas indemne. J'en profite pour donner une info, parce qu'on a parlé de guerre, on l'a un peu perdu après dans le récit. Voilà, qui a été libéré lui aussi. Voilà, en décembre 2023. Ouais. Voilà, quelques mois après. Après, quasiment 5 ans, un peu plus de presque 5 ans, ouais. C'est assez extraordinaire.
Et puis, il y a une réflexion plutôt. Ça t'a fait sourire, mais j'aimerais bien que tu rebondisses dessus de Supa Murgeman, qui dit c'est assez classique de la part du renseignement de suivre de près les journalistes pigistes dans ce genre de contexte. Alors, je ne sais pas qui est Supa Murgeman. Ça se trouve, c'est quelqu'un de la DGSE hein, qui te. mais, ou peut-être pas. Mais on fantasme beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, toi, sur cette réflexion? Sur le fait que j'ai été suivi? Alors, toi, personnellement, mais de manière générale, est-ce que tu crois que les journalistes pigistes sont régulièrement utilisés ou suivis par les services de renseignement? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes quand même sur cette question. Alors, je ne sais pas si c'est juste les journalistes pigistes, on va dire les journalistes en général. Journalistes en général, Est-ce qu'ils sont suivis je pense que quand un citoyen français, qui plus est journaliste, se rend dans une zone où il n'a pas une zone dangereuse, une zone d'opération, il y a de fortes chances, oui, qu'il puisse être, oui, quand même un peu surveillé, savoir ce qu'il vient faire là, qui il est, mais pas que par les services français. On pourrait parler des services maliens, qui devaient être aussi, j'imagine, des observateurs dans ce rendez-vous, dans ce qui se passait. Donc, oui. Oui. Et puis une dernière question que je trouve très intéressante pour conclure. C'est encore Claude Papy qui demande y a-t-il eu des discussions avec d'autres journalistes qui ont été en captivité? Il rappelle Florence Aubenas qui travaillait pour le même journal que toi, Libération, Georges Malbruno, et puis j'ai envie d'élargir même avec d'autres otages des groupes voilà. Pas avec Malbruno ni avec Aubenas, totalement ouvert à ça d'ailleurs, mais c'est pas arrivé. Par contre avec d'autres otages, on est rencontrés, oui, et évidemment qu'on a eu des discussions parce que on est passé dans les mêmes zones et on a des souvenirs communs. Enfin, on a des situations, des événements, des souvenirs communs et puis des contacts communs. Enfin, certains des djihadistes étaient aussi avec eux, les ont gardés. Je parlais d'Alassane, il en parle, il me le dit. Il a gardé Serge Hadjirevic, il a vu Edith Blay, il a vu Soumela Cissé. Enfin, voilà, c'est les mêmes groupes, c'est les mêmes gens à différentes époques. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Je trouve qu'on a chacun une partie de ce qu'est la captivité dans ce type d'endroit avec ces gens-là. Et je pense qu'il y a quelque chose à rassembler, quelque chose à faire avec ça. On détient chacun une expérience et une partie de cette réalité qui pourrait se raconter de façon très intéressante. Ok, merci Olivier d'être passé au poste. Merci à vous. Pour l'émission Horizon 21. Je rappelle, Horizon 21, une émission de Orient 21 et Afrique 21, de médias indépendants, que vous pouvez soutenir en allant sur le site. Orient 21 fait actuellement une campagne de dons. Seuls nos lecteurs nous lisent, nous sommes indépendants comme au poste. On compte sur vous. Je remonte une dernière fois le livre d'Olivier, Prisonnier du désert, 711 jours aux mains d'Al-Qaïda. Récit passionnant sur cette captivité hors norme. Merci beaucoup. On vous retrouve après l'été, parce qu'on va faire une petite pause sur cette émission. Ce sera certainement une émission avec Orient 21. Et d'ici là, portez-vous bien et continuez de soutenir la presse indépendante. C'est hyper important actuellement. On ne cesse de le dire. Soutenez-nous et bon vent.